Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bienvenue à ce nouvel épisode d'Entrepreneurs en transparence. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'aborder un sujet crucial en entreprise, donc les ressources humaines. Je pense que ça va interpeller plusieurs. Et on a la chance d'avoir notre invitée aujourd'hui, donc Marie-Pascale McGuire, qui est avec nous, qui cumule 10 ans d'expérience dans le domaine, donc en ressources humaines. Donc, bienvenue sur le podcast. Très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation qui était... de dernière minute. De dernière minute, oui, vraiment. Fait que absolument, merci on est organisé, c'est dopé dans nos invités, mais là, il y avait une place qui s'est libérée, puis j'ai dit qui qu'on peut comme avoir rapidement, puis qui va être super intéressant parce qu'on voulait un épisode qui punch à travers ceux-là qu'on a déjà enregistrés. Oui, puis ça fait longtemps qu'on parle des ressources humaines, puis qu'on veut aborder ce sujet-là. Puis tu sais, c'est tellement un gros sujet. On veut vraiment quelqu'un qui est très spécialisé dans le domaine parce que c'est quelque chose de très important dans une entreprise. Donc, aujourd'hui, on t'accueille. Fait qu'écoute, je te laisse te présenter, Marie-Pascale, donc ton parcours et tout. Bien, merci de me recevoir, les filles. J'ai de la pression quand même, hein, on va se le dire. Si tu as été choisie, Marie, c'est parce que tu réponds à la demande. Puis parce que je pense que s'il y a bien quelque chose qui te différencie de plusieurs entrepreneurs, c'est que tu es spécialisée là-dedans. Fait qu'on a hâte de t'entendre. Je pense que tout le monde, on est bien heureux de ça. Et on doit dire aussi, tu es entrepreneur. On doit l'ajouter. Donc, oui, tu œuvres dans les ressources humaines, mais tu es aussi une entrepreneur. Donc, on va pouvoir apprendre ton parcours un petit peu plus dans l'entrepreneuriat. Donc, très hâte de t'entendre. Bien, en fait, je me présente. Mon nom, c'est Marie-Pascale, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu. J'ai 33 ans, fait que l'âge du Christ, comme on dit. Puis, effectivement, ça fait à peu près une dizaine d'années là, que j'œuvre dans le domaine des RH. Puis honnêtement, c'était vraiment pas ça que je voulais faire à la base. Okay. Moi, quand j'ai commencé mes études, puis quand je suis déménagée de la région pour aller faire mes études à l'extérieur, je voulais m'en aller en droit. Je voulais m'en aller en droit. Et de fil en aiguille, finalement, je me suis rendu compte que je pense que je suis un peu TDAH. Parce qu'on l'est tout un peu. On est tout à ça en 2024, TDA ou TDAH. C'est ça, mais non, bref, au final, je me suis rendu compte que j'aimais ça, mais c'était un petit peu trop square, je pense, pour ma personnalité. Okay. Donc là, je me suis beaucoup cherchée, en fait, parce que je me demandais, c'était clair dans ma tête que je voulais faire ça. Puis là, finalement, mes plans ont un peu changé. Donc là, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire? Dans quoi je peux m'en aller? Qui me rejoint quand même un petit peu. Puis qui rejoint un peu ce que j'aime aussi, qui rejoint ma personnalité, puis avec quoi ça pourrait fitter. Okay. Fait que je me suis informée, j'ai regardé ce qui se faisait. J'avais commencé une demi-session à l'université en présentiel. Je me suis clairement rendu compte assez vite que c'était pas pour moi. J'avais quand même la misère à me concentrer, mais puis je trouvais que c'était lourd, c'était exigeant. Puis en même temps, je pense que ça fitait avec le fait que je me cherchais aussi. Donc, au final, j'ai décidé de prendre une petite pause. Puis finalement, j'ai commencé à regarder, à faire des certificats à distance. OK. Ce qui est super le fun parce qu'en fait, on fait ça vraiment un peu à notre rythme, quand bon nous semble. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai fait, dans le fond, 3 certificats. J'ai commencé par mon certificat en droit. Après ça, j'ai fait mon certificat en relations industrielles. Puis, j'ai terminé là, avec mon certificat en RH qui se donne ici à l'UQAT. J'ai fait mes certificats vraiment à distance. Fait que j'ai vraiment fait ça à mon rythme, mais quand même, je voulais pas finir mes études à 60 ans, on s'entend. Fait qu'il y a quand même un bon rythme, mais c'est un peu ça mon parcours, dans le fond, de formation scolaire, là, en bref résumé. Puis, excuse-moi, les certificats, combien de temps duraient les certificats? Je te dirais là, que vraiment, au rythme que moi je le faisais, là, c'est une bonne année et demie. Là, okay. Un an et demi, dépendamment de celui en RH, je te dirais que c'est celui qui m'a peut-être pris le moins de temps, là, parce que j'avais vraiment un grand intérêt. Ouais. Fait que c'est là où je me suis rendu compte. Puis c'est le dernier que j'ai fait. Fait puis t'étais passionnée de ça. Oui, exactement. C'est ça, exact. Puis c'est le dernier que j'ai fait. J'ai vraiment complété mon parcours avec ce certificat-là. Fait que j'aurais peut-être dû faire l'inverse au final, mais bon, c'est pas grave. Mais t'as apporté le droit, t'as apporté justement tout ce qui est rédaction et tout ça, petit contrat aussi de travail, on va l'aborder un petit peu plus tard, mais ça t'apporte quelque chose
C'est sûr, c'est clairement. C'est jamais perdu. Des études, on s'entend, c'est jamais perdu. Par contre, ce que je me rendais compte, c'est que moi, par rapport à comment j'étais, à ma personnalité un peu aussi, puis j'avais quand même quelques difficultés de concentration. J'ai toujours bien performé à l'école, mais quand j'ai trop de pression, ben moi, j'avais de la misère à gérer ça. Ce qui est quand même drôle, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est ça, on s'entend-tu que c'est quand même, au final, ben je pense que dans certaines sphères, je pense que je le gère bien, mais à ce moment-là, ben j'avais de la difficulté. Fait que le fait de le faire à distance m'a vraiment permis d'être capable de le faire à mon rythme puis de réussir au final. Fait que c'est ce que je trouve le plus fun. Mais effectivement, ben j'ai fini mon dernier certificat en RH. Puis là, je me suis vraiment rendu compte que c'était ça que je voulais faire. J'avais vraiment la piqûre pour ce domaine-là. Donc, les ressources humaines, mais tout ce qui englobe les ressources humaines, là, parce qu'on s'entend que c'est quand même c'est vaste. Oui, tout à fait. Oui, vraiment. T'sais, on sait pas trop, là, quelqu'un qui dit « je travaille en ressources humaines », genre, tu fais quoi, là? Fait que ça, c'est quelque chose qu'on aimerait ça aussi, que tu démystifies, tu sais, savoir qu'est-ce qu'on fait en RH. Tu sais, quelqu'un qui travaille dans RH, c'est quoi les tâches connexes qui sont interreliées avec tout ça, puis tout ça. Fait que là, tu as terminé tes certificats, ensuite? Fini. Après ça, ce que j'ai fait, c'est qu'au travers de ça, c'est sûr que, tu sais, pendant mes études, je travaillais, j'ai fait quelques stages puis quelques jobs étudiantes ici et là. Puis quand j'ai terminé mon dernier... quand j'étais en train de terminer mon dernier certificat, puis que je continue à travailler, j'ai travaillé pour le groupe Provigo comme technicienne en ressources humaines. Fait que vraiment, c'était plus du clérical, de l'administratif, mais au final, moi, j'étais basée en Abitibi, dans le temps qu'il y avait encore des Maxi, des Provigo et des Loblaws de ce monde, là, avant qu'il y ait des grèves puis que tout ferme. Ouais. Donc, moi, j'étais basée ici à Rouen. Mes patrons étaient à l'extérieur, à Montréal. Mais je faisais vraiment tout ce qui était... je faisais la paye, je m'occupais des assurances, les questions qu'il y avait dans ce temps-là. C'était un milieu syndiqué. Je crois que c'est encore syndiqué, mais c'est un milieu qui était syndiqué. Fait que ce qu'il y avait par rapport aussi au niveau du syndicat, il y avait une petite partie que c'est moi qui faisais, mais il y avait vraiment une conseillère en RH là, qui était plus spécialisée à ce moment-là pour faire ça. Puis là, j'ai fait ça pendant quelques années quand même. Là, je dirais 2-3 ans. Puis, non, je pense à 2 ans, excuse. Puis après ça, là, il y a eu les grèves là, que tout le monde en région connaît. Donc, au final, à un moment donné, mon poste a été coupé à ce moment-là. Je suis allée faire un contrat en remplacement 1 an là, au CETRI à Rouen, au cégep, qui est annexé avec le cégep. Mais c'était vraiment pas quelque chose pour moi, finalement. Puis, au travers de ça, c'est présenté l'opportunité chez Sogitex. Donc, moi, j'avais appliqué sur le poste. Puis, de fil en aiguille, c'est là que ça m'a mené. Puis, t'as appliqué sur un poste chez Sogitex parce qu'aujourd'hui, tu es rendu actionnaire. Mais c'était quoi le poste? C'était un poste de conseillère en ressources humaines. Fait que c'était un poste de conseillère RH qui faisait vraiment qui faisait vraiment comme la boucle de toutes les RH au final. Là. Fait que, souvent, dans des PME, dans des plus petites entreprises, être RH, c'est très généraliste. Tu vas toucher à peu près... Tu ne seras pas spécialisé dans rien. Tu vas être quand même bon dans tout, je dirais. Là. Tu vas bien te débrouiller, mais tu n'es pas spécialisé dans un domaine ou dans une sphère particulière. Ce qui peut être différent dans des plus grandes entreprises. Là, souvent, dans des plus grandes entreprises, on va voir que ça va être très segmenté. Fait que, ça va être comme quelqu'un qui va s'occuper des assurances, quelqu'un qui va s'occuper de la paye, quelqu'un qui va s'occuper des avantages sociaux. Fait que c'est plus segmenté, je dirais. Fait que c'est ce qui est différent, je pense, au niveau des PME. Là. Puis, je suis curieuse, vous étiez combien quand tu as commencé? Quand on a commencé, on devait frôler à peu près le 200-215 employés, je dirais. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à peu près... là, je te dirais, en période d'été, on va aller frôler le 250 employés. C'est fou, hein? Quand même. Quand même, on frôle le 250 employés là, de façon annuelle. On a des périodes de l'année où est-ce que c'est plus achalandé parce qu'en période d'été, nous, on fait les grands ménages, fait qu'on fait les écoles et tout. Les écoles, effectivement. Fait que, c'est tout. Donc là, on a beaucoup d'étudiants là, en période estivale. Mais oui, on va aller chercher à peu près 250 employés. Là. Puis dans le volet RH, vous êtes combien de RH, d'adjoints et tout? On est 3. Dans le fond, moi, je suis à la direction des RH. Pour 250 employés. Oui, mais on est 2. Puis j'ai 2 personnes dans mon équipe qui sont extraordinaires. Honnêtement, j'ai la chance. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à eux que je suis capable d'avoir le rôle que j'ai dans l'entreprise. Autant mes partenaires, là, j'y reviendrai tantôt, mais mes 2 collègues en RH, là, Étienne et Nancy, vraiment 2 personnes extraordinaires avec qui je travaille, qui sont dans mon équipe. Tu sais, vous allez peut-être le remarquer là, durant le podcast, là, mais moi, je suis pas quelqu'un, j'aime pas ça dire que je suis de la directrice RH. Moi, c'est pas quelque chose, je me suis jamais... Le sentiment d'imposteur un peu, mettons? Peut-être un peu, oui, mais aussi le fait de dire que moi, je veux être sur le même pied d'égalité que tout le monde, tu sais. Puis j'ai jamais, tu sais, je me souviens, Étienne, mon collègue, il me dit, la première fois qu'il me présentait à sa blonde, il me dit, c'est ma boss. Là, j'étais là, voyons,
t'as pas ta bosse, là, tu sais. Appelle-moi pas de même. Oui, mais appelle-moi pas de même, tu sais. J'ai 33 ans, là, tu sais. Je peux pas être une bosse à 33 ans, là. Je peux-tu peut-être ta collègue, tu sais. Oui, c'est ça. Mais... Fait que c'est pas tant quelque chose que j'aime dire, là, malgré le fait que c'est quand même ça mon rôle, mais tu sais, moi, je pense vraiment plus qu'on est des collègues, qu'on est des partenaires, qu'on est vraiment une équipe de travail. Fait que moi, c'est plus ma vision des choses, ma façon de penser. Bien, puis je pense que c'est bon, en fait, en 2024, d'avoir cette vision-là, parce que si on recule d'il y a 30 ans, c'était plus la vision, justement, je suis ton boss et on a des employés. Tu sais, on a tellement évolué maintenant au sein, justement, des ressources humaines et tout. Fait que, tu sais, le terme boss, je te comprends tellement, parce que moi aussi, tu sais, souvent, là, c'est moins pire. On dirait que je commence à m'adapter. Tu sais, ça va faire 5 ans que je suis en affaires, mais au début, quelqu'un qui me disait c'est ma boss, j'étais de même. Oh mon Dieu, on a quasiment la même âge. Je dis pas ça. J'aimais tellement pas ce terme-là. Fait que, tu sais, c'est ça, mais je pense que c'est bien d'avoir cette vision-là aussi en oui, on a quand même des supérieurs, là. Mais, c'est normal, pousser, mais... oui, vas-y. Parce que moi, tu sais, j'ai engagé 2 gestionnaires, un de chaque côté. Puis, mes gestionnaires disent souvent, c'est ma boss, mettons. Mais je pense que, tout dépendamment de la façon dont tu le prends, je pense que pour eux aussi, c'est une fierté quand ils disent de dire « Hey, c'est ma boss, c'est ma collègue. » C'est vrai. Tu sais, sont fiers de dire aussi qu'ils font partie de l'équipe, que justement, tu sais, exemple, si je prends ton collègue Étienne, « Hey, c'est ma boss. » Tu sais, il est fier. Parce que sûrement que ça se parle à la maison de dire « Hey, j'ai eu une belle journée. » Tu sais, c'est vraiment cool ce qu'on fait. J'adore ma job. Fait qu'eux autres, sont fiers de dire que leur employeur est comme ça. Puis toi, quand tes employés disent c'est ma boss? Moi, j'aime pas ça. Ma boss, j'aime pas ça. Bon. J'aime mieux employeur ou hey, c'est ma collègue ou quoi que ce soit. Mais tu sais, dans un cadre, je pense que ça peut être dit dans un cadre de formation, dans un cadre de quelque chose comme ça. Mais moi, au même titre que toi, Marie, tu sais, au sein de mes entreprises, je fais encore la mop. Il n'y a pas de sous-tâche pour moi. Je suis sur le même pied. Oui, aujourd'hui, je le fais moins parce que j'ai d'autres rôles puis j'ai d'autres tâches. Ce que les employés ne font pas. Mais tu sais, moi, je crois à l'équipe, là, justement. Puis je suis pas plus que toi. Au contraire, si je suis rendue là aujourd'hui, c'est à cause de toi aussi. Ben oui. Fait que c'est un team. Mais je pense que dans une certaine structure, il faut qu'il y ait une certaine conformité. Et je suis là pour rappeler. C'est sûr que quand j'arrive, je suis là pour dire des choses aussi. Je suis là pour enligner les choses. Alors, mon rôle, je le prends au sérieux. Puis, je suis là pour le faire aussi. Mais, tu sais, mettons... quoi que ce soit, tu le ressens pas nécessairement là, que je suis là ou je suis pas là. Non, c'est ça, si je suis là, je vais te recadrer, mais sinon, tu es supposé te recadrer tout seul. Là. Tu connais mes exigences, tu connais mes choses, tu connais ce que tu as à faire. Alors moi, je suis là pour que ça soit géré et que ça soit fait. Là. Fait comme, mettons, on revient à toi. Fait que là, tu es rentré chez Sogitex parce que tu as eu un poste. Oui. Et là, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps tu as travaillé? Parce que là, on le sait, tu es actionnaire de Sogitex. Donc, on veut tout savoir là, à partir de ce moment-là. Bien, à partir de ce moment-là, en fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe qui est vraiment... tu sais, puis pour vrai, c'est pas parce que je suis ma tâteuse. C'est des gens qui sont... Tu sais, quand je dis c'est une équipe qui est exceptionnelle, ben c'est dans le sens parce qu'ils sont très ouverts. Moi, j'étais arrivée là, ben j'étais jeune, j'avais de la drive, j'avais bien des belles ambitions. Mais en même temps, ben ça vient avec faut que tu fasses ta place, faut que tu apprennes à créer ta crédibilité. Fait que je pense qu'au fil du temps, ben c'est quelque chose qui se crée. Mais quand je suis arrivée, quand même, j'ai vraiment été bien encadrée. Le directeur général qui était là à l'époque, René Proulx, qui a pris sa retraite là, il y a 2 ans déjà. Quand tu as la chance d'avoir un mentor comme René, ben honnêtement, je pense pas que ça peut pas faire autrement que tu réussisses. Là. Vraiment, puis je lui ai dit, je lui ai redit souvent, si je me suis rendue aussi où est-ce que je suis rendue dans ma carrière aujourd'hui, c'est clairement grâce à lui. Je suis allée faire un panel, j'ai participé au Salon Solutions Main-d'œuvre, je suis allée faire un panel, j'étais une panéliste invitée. Puis, mon premier réflexe, c'est d'y envoyer un message pour lui dire, hey, aujourd'hui, je suis là, puis je suis super reconnaissante parce que je pense que c'est en partie grâce à toi. Mais, c'est un peu ça. Quand je suis arrivée, ben je pense que René m'a vraiment aidée à faire ma place aussi. Puis, il y a une grande part de ma réussite, je pense aussi, parce qu'il a vraiment été là. Il m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup supporté, il m'a beaucoup chapeauté. Drôle parce que quand même, René, c'est sa femme qui était anciennement la directrice RH, qui, elle, a quitté pour aller vraiment vers d'autres fonctions pour faire d'autres choses dans la vie. Et moi, je prenais sa place à Diane. Donc, je prenais la place de la femme, de l'ancienne DRH. Fait que j'avais un autre défi aussi qui était comme différent. Une pression aussi, pas, j'imagine, là, quand même. Là, oui, tout à fait.
Mais tu sais, honnêtement, j'ai vraiment été, puis Diane aussi, là, elle a quand même été là pour le temps qu'on fasse la transition, que moi, je sois là vraiment, que j'aille quelques mois en arrière de la cravate pour être capable de bien fonctionner, de connaître les rouages de l'entreprise. Parce que, tu sais, ceux qui nous connaissaient avant, là, Sagitex, là, souvent, vous nous connaissez sous le ménage. Oui. Ou vous nous connaissez pour les produits. Oui, la boutique. Oui, effectivement. Ou équipement rebord, tu sais. Fait que on nous connaissait pas pour tout ce qu'on faisait ou vraiment tout l'ensemble de l'œuvre, en fait, de l'entreprise. Mais c'est quand même gros. C'est beaucoup d'employés. C'est plusieurs corps de métiers différents avec des défis qui sont bien différents. Fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivée, c'était vraiment... Ma première année, là, ça a vraiment été de m'acclimater à tout ça puis d'essayer de comprendre tout ça. Là, parce que des fois, je savais pas trop à qui m'adresser. J'étais un peu mêlée. J'étais comme, OK, telle affaire, mais non, c'était pas dans la bonne division. Puis, bon, il a fallu que je m'y fasse aussi. Il a fallu que j'apprenne à connaître chaque corps de métier aussi. Fait que moi, ben, je suis allée faire l'entretien ménager, je suis allée faire du sinistre, je suis allée sur le terrain, je me mixais aux gens pour être capable de bien comprendre après ça. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie, qu'est-ce qu'ils font dans leur day-to-day. Tout à fait. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi dans la vie de tous les jours, là, quelqu'un qui fait l'entretien ménager? Les gens ont tendance à penser que c'est pas comme faire du ménage à la maison, faire l'entretien ménager commercial. C'est tough. Non. Puis c'est pas glamour non plus. C'est un après-sinistre aussi, là. Oui, c'est pas évident. Là, tout à fait. Fait que je suis vraiment allée sur le terrain, puis je pense que c'est ça qui m'a permis de développer ma crédibilité aussi, puis d'être capable, après ça, de me rapprocher des gens, puis là, de comprendre, OK, là, j'ai compris. Ma première année, ça a vraiment été ça, quand je suis rentrée dans l'entreprise. C'est-à-dire, j'apprends à connaître les rouages, tu sais, je faisais d'autres choses au travers, on s'entend, mais mon défi majeur, là, mon grand défi, c'était vraiment de connaître tout ça, parce que j'avais pas d'expérience, puis c'était pas un domaine que je connaissais nécessairement non plus. Fait que, tu sais, c'était vraiment de dire, bon, ben je prends un an, j'apprends vraiment à connaître la business, à connaître les gens, connaître les corps de métier, savoir ce que les gens font, savoir c'est quoi leurs défis, ça se passe comment sur le terrain, puis après ça, ben, je vais être capable de bien faire ma job. Puis là, à ce moment-là, quand tu as accepté le poste, puis l'année là, qui s'ensuit, est-ce que tu savais que éventuellement tu allais être actionnaire ou c'était même pas dans les propos? Là? Non, pas en tout. Honnêtement... Il n'avait même pas parlé d'un futur potentiel actionnariat. Quand j'ai commencé, c'était zéro. En fait, moi, on n'en avait pas parlé. Tu sais, moi, j'ai commencé dans l'entreprise, j'ai commencé le 27 février 2017 chez Sagitex. Puis en 2018-2019, ben là, René avait commencé à aborder cet aspect-là avec moi. Parce qu'il y avait des actionnaires qui étaient plus vieux, qui étaient sortants, qui, eux, partaient puis qui étaient à la retraite. Puis là, les actionnaires qui étaient là, ben, eux autres disaient, ben nous, on veut de la relève, on veut que ça continue dans le temps, on aimerait une pérennité d'entreprise. Fait que là, on est en train de bâtir la relève, c'est quelque chose qui s'intéresserait. Mais initialement, c'était pas dans mes plans. Je pense pas nécessairement que c'est dans les leurs non plus, mais je pense qu'au fil du temps, ben, j'ai su faire ma place. Fait que ça a comme été une opportunité. Puis on va se dire un time frame aussi qui a bien fité pour moi, là, je pense, au travers de tout ça. Puis quand tu l'as proposé, est-ce que ça t'a fait peur de dire, mon Dieu, OK, j'ai une possibilité peut-être de devenir actionnaire dans une grosse entreprise quand même de 250 employés, 200 à l'époque, mais quand même, on s'entend, c'est pas une petite entreprise. Est-ce que tu as fait comme, oh mon Dieu, est-ce que j'ai cette fibre entrepreneuriale? Parce que tu avais quel âge quand il te l'a proposé, en fait? Là, tu as 33 aujourd'hui, mais ça fait combien de temps? C'est en 2019, fait que j'avais pas tout à fait 30 ans encore. Oui, c'est ça, exactement. Parce que là, ça va faire combien de temps, t'es actionnaire? Ça fait depuis, officiellement, dans Sagitex Service, c'était en 2019. Fait que ça fait quand même, déjà quelques années, 4 ans. Fait que, tu sais, quand même, mais tu sais, je me suis questionnée, c'est sûr que tu as toujours des questionnements. Mais oui, quand c'est quelque chose vers lequel tu t'en vas, c'est sûr. Mais là, moi, j'étais juste plus sur le coup, j'étais comme flattée. J'étais comme, ben voyons, tu sais. Puis surtout qu'initialement, c'était pas nécessairement dans les projets. Puis c'est pas quelque chose auquel je m'attendais. J'étais comme, OK. Voir que t'as pensé à moi, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je trouvais ça vraiment le fun. Tu sais, dis-toi, si tu l'as proposé, on revient, on propose pas des parts d'une entreprise à n'importe qui. C'est qu'on sait que la personne est fiable, elle a prouvé sa crédibilité, justement, comme tu as dit, est structurée, elle a les reins solides pour le faire. Parce que, tu sais, je veux dire, les actions d'une entreprise, tu t'offres pas ça à Pierre Jean-Jacques. Justement, c'est ton bébé que tu lègues à quelqu'un. Ça fait beau être émotionnel ou business, ça reste que, tu sais, je veux dire, ce que tu veux, c'est une pérennité, comme tu viens de dire. Fait que l'offrir à quelqu'un que tu sais qu'il n'aura pas les reins solides assez pour le poursuivre ou quoi que ce soit, c'est pas mieux non plus. Tout simplement de le garder ou de le vendre, tu sais. Exact. Mais, OK, intéressant, super. Mais c'est ça t'a pas fait peur? Est-ce que t'as fait comme, OK, go, on embarque, ou t'as pris un pas de recul, faire, hey, t'as peur, c'est une grosse offre, là, tout ça? C'est sûr que, tu sais, il y a comme un processus qui s'est enclenché après ça, qui a duré sur plusieurs mois, mais, tu sais, non, au début, je pense pas que ça m'a nécessairement fait peur. Je me questionnais beaucoup parce que c'était pas nécessairement quelque chose que je connaissais, puis c'était comme nouveau pour moi. Puis, tu sais, moi, j'avais pas nécessairement la fibre entrepreneuriale. Tu sais, je suis pas née du jour au lendemain, puis après ça, rendue à comme... tu sais, des fois, il y en a quand ils sont ados, ils savent, ils sont bien mindés, puis c'est comme, moi, je veux faire ça, puis je veux devenir entrepreneur, je sais ce que je veux faire.
moi, ça n'avait jamais été vraiment dans mes plans de vie, là, nécessairement. Fait que, c'est sûr tu n'as jamais pensé, parce que, tu sais, mettons, moi, j'aime ça, là, mais tu sais, tantôt, tu disais, tu as eu un mentor, tu as eu la chance d'avoir quelqu'un. Puis, grâce à lui, tu sais, tu donnes beaucoup de ta réussite, puis tout ça. Mais moi, je tiens à te dire, Marie, tu sais, tu as eu un très bon mentor, mais tu as été une bonne candidate pour lui aussi parce que tu aurais pu juste pas prendre ces outils-là puis le scraper ou pas le faire. Tu sais, tu voulais évoluer à travers tout ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que tu l'avais, cette drive-là. C'est juste que toi, tu disais peut-être... moi, je le voyais pas, tu sais, probablement. Puis, tu sais, quand tu fais ta job dans le quotidien, c'est pas nécessairement... tu sais, je faisais pas ma job dans le quotidien, je dirais un jour, au départ d'une entreprise. Non. Mais... C'est juste peut-être te prouver à travers tout ça. Tu prenais tellement à cœur tout ça, puis tout ce qui donnait comme jus, tu le mettais à l'épreuve, tu le mettais à l'œuvre. Fait que, tu veux pas, lui, il était comme, oh shit, c'est comme la fille, elle a du vouloir, puis elle a du cœur au ventre. En étant propriétaire d'une entreprise, quand tu vois quelqu'un qui a autant à cœur ton entreprise que toi, tu sais, qui l'aime autant d'amour que toi, t'es comme, OK, je laisse mon bébé dans les mains de quelqu'un qui va vraiment prendre soin, puis qui va justement assurer son succès dans le futur, malgré qu'on n'est plus en place. Puis, tu sais, nous, c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, puis je pense que ça fait vraiment partie de notre ADN, de notre culture d'entreprise. Toutes les décisions qu'on prend, tout ce qu'on fait, on est drivé par nos valeurs. Puis je pense qu'encore là, ben, tu sais, quand c'est arrivé, ben, je pense qu'aussi, ils ont pris des décisions qui étaient drivées par leurs valeurs, qui étaient vraiment drivées par ça. Fait que, tu sais, je pense aussi que ça fait partie de... C'est comme fluide, c'est normal. C'était comme... Là, vous êtes 4, hein? On est 5. Vous êtes 5, OK. Je pensais qu'il était 4. Moi aussi, dans ma tête, on est 5. On est 5. Pourtant, moi, je le sais en plus. Je te dirais qu'on est 2 quand même un peu plus jeunes, puis les plus vieux, les plus vieux, je ne veux pas les afficher. Les plus âgés. Ben, tu sais, on patauge entre le 33 puis le 45, là, je dirais. Fait que c'est le fun parce que... Oui, c'est ça. Fait que, mais c'est le fun parce qu'il y a vraiment une belle dynamique. Mais oui, on est 5. Puis on est chanceux parce que les 5, on a vraiment une belle dynamique ensemble. Justement, peux-tu les nommer? Vous avez... je pense qu'on a une question. Peux-tu les nommer et dire les divisions de chaque personne? Est-ce que vous avez des rôles différents ou vous assumez certains rôles qui sont les mêmes dans l'entreprise? On a tous des rôles différents. Puis c'est ce que je pense aussi qui fait le facteur de succès de ça, en fait, là, c'est que le fait qu'on ait des rôles différents, c'est qu'on est... Moi, je veux dire, on va pas faire des ventes, là, pas bonne vendeuse. Ça marchera pas. Fait que là, mettons, peux-tu les nommer, tes actionnaires, puis les départements pour qu'on puisse savoir un peu? En fait, il y a Mélanie Roy, qui est notre directrice générale. Donc, Mélanie, elle est là, ça fait plusieurs années aussi. Après ça, il y a Yannick Saint-Laurent, qui, lui, il est basé à Amos, mais il se promène vraiment partout en région. Yannick, c'est vraiment le directeur régional de tout ce qui est sinistre, travaux spéciaux, ventilation et tout ça. C'est vraiment Yannick qui chapeaute ce département-là. Okay. Il y a Sarah-Jeanne Godette, qui, elle, est notre CPA, qui est notre... qui est vraiment notre directrice financière là, du groupe, vraiment de tout le monde dans l'entreprise. Il y a Maxime Cotenoir, qui est le directeur des ventes. Oui. Puis, il y a moi qui est la directrice RH. Ça fait 5, ça? Oui, t'es autonomes. Ça fait 5. OK, parfait. Oui, c'est ça. Fait que, on a vraiment tous des rôles différents. Toutes vos forces, justement, ça, c'est super. C'est ça, exactement. OK. Ouais. Puis là, si on aborde un peu, justement, là, ton rôle, tu en as parlé, mais c'est quoi, justement, ton rôle encore plus précis? Qu'est-ce que Marie-Pascale a fait dans Sogitex, dans son day-to-day, c'est dans son volet de, justement, direction à ressources humaines, justement? Bien, c'est sûr que là, je dirais, dans les dernières années, un gros projet qu'on a beaucoup travaillé, ça a été l'immigration. L'immigration fait beaucoup partie aujourd'hui de notre quotidien. J'en parle dans un premier temps parce que c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais tu sais, tout ce qui est les dossiers d'immigration, tout ce qui est quand on arrive pour faire la planification prévisionnelle de notre main-d'œuvre. Quand on fera le 250 employés, il faut que tu planifies ta main-d'œuvre, il faut que tu connaisses bien tes time frames d'aller faire du recrutement, d'aller faire tes processus de vraiment de recrutement complet. C'est tout ce qui est aussi les projets d'amélioration continue en RH dans l'entreprise. Fait que les systèmes qu'il faut qu'on implante pour que ça fonctionne mieux. Les procédures. Oui, exactement. Les procédures, le suivi des politiques, tout ce qui est l'aspect légal. Là, aujourd'hui, on va se dire, comme entrepreneur, puis comme business, comme entreprise, on a toutes les obligations du monde. Les entreprises, là, on a à peu près 200 000 obligations. Oui. Puis c'est fou, on a que des obligations et on a très peu de droits. Fait que c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps aussi. Et de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que les travailleurs, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est que les travailleurs sont de plus en plus ils connaissent de plus en plus leurs droits, ce qui n'arrivait pas nécessairement avant. Parce que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible que ça l'a déjà été. Donc, ça amène des défis puis des enjeux qui sont différents de peut-être ce qu'il y avait avant. Donc, tout ce qui est amélioration continue RH aussi, l'implantation quand on a des nouveaux systèmes à mettre en place,
Vraiment pour, vraiment pour être capable d'évaluer certaines affaires. Là, tu sais, on est en train d'implanter justement ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System. Fait que c'est vraiment une plateforme de formation pour tous nos nouveaux employés, ce qui est quand même gros. Fait que là, on est en train de travailler avec ça. On a implanté un nouveau système de paye aussi, de punch, parce que nous autres, on fonctionnait encore tout à la main dans les dernières années. Là, fait que, tu sais, parce que c'est un non-sens. En 2024, on s'est dit, OK, il faut qu'on moderniser vos systèmes. Tout à fait. Fait que je dirais que, tu sais, moi, mon rôle, c'est vraiment de gérer les gros dossiers, les gros dossiers puis l'implantation. Après ça, je travaille beaucoup avec mes 2 collègues qui, après ça, eux, vont vraiment aller faire, tu sais, des fois, les rencontres d'employés, les entrevues. Ça aussi, moi, j'en fais encore, mais c'est sûr que là, rendu au nombre de personnes qu'on a puis aux différents points de service, parce que ça aussi, ça crée une complexité. Alors, on a un bureau à Rouen, un bureau à Amos, un bureau à Val-d'Or, puis on a un point de service à Malartic. Okay, fait qu'on à 3, il faut qu'on essaie de... en Abitibi, là, à 3, il faut qu'on essaie de se splitter la tâche. Fait que c'est aussi ça. Des fois, c'est juste d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens, d'aller faire des rencontres, d'aller jaser, de juste prendre du temps avec les employés. C'est tout faire les sondages aussi, les sondages bien-être en entreprise. Fait que, tu sais, s'assurer que ta main-d'œuvre est bien au sein de l'entreprise, que ça va bien. Les meetings, faites-vous des meetings? Oui, on a des meetings de direction. On a des comités de gestion. On a un comité de rémunération dans l'entreprise. Comité de rémunération, c'est quoi? C'est de dire, dans l'entreprise, tout ce qui a un avantage, qui a un bénéfice ou qui est lucratif ou qui coûte quelque chose à l'entreprise ou qui peut coûter quelque chose à l'employé, comment avec le même montant d'argent, on est capable de mieux investir ou d'avoir quelque chose d'un peu mieux pour nos gens. T'sais? Fait que c'est tout le temps de se questionner à dire, parce qu'en tant qu'entreprise, on a une capacité de payer, on s'entend. Fait que c'est de dire, comment je suis capable avec le même montant d'argent que j'investis dans telle affaire, puis que là, je me rends compte que finalement, mes employés, c'est pas ça qui est un avantage, non? Comment je fais pour l'investir autrement puis que ça soit encore plus rentable pour nous autres? Puis pas rentable dans le sens financier, mais rentable dans le sens rentable au niveau de nos ressources humaines, vraiment au niveau de nos gens, tu sais, de dire, si je fais ça, soit comme, bien si je fais ça, j'améliore mon taux de rétention, ce qui fait que ça me coûte moins cher parce qu'on sait faire du recrutement, engager de nouvelles personnes, ça coûte cher. Fait que c'est vraiment une question, puis c'est vraiment pas une question de rentabilité financière, c'est une question de rentabilité au niveau de nos gens. Fait que c'est de dire comment pour eux, ça peut être autant avantageux pour nous que ça peut l'être pour eux, puis comment on fait pour qu'ils soient bien, puis qu'on continue d'investir en eux là, aussi. Là. Puis là, tu as abordé le sujet de la rétention de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place dans les dernières années? T'sais, on sait avec la COVID, ça n'a pas été évident. On est tout au courant. Là, je pense en étant propriétaire, les 3 d'entreprise. On a nos lots de défis avec les ressources humaines, en tout cas pour ma part. On a des défis selon l'expertise, le domaine. Oui, aussi, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, exemple, on peut pas comparer non plus une boutique de vente au détail versus une entreprise de service qui engage à long terme ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre chose aussi qui est difficile, d'avoir les qualifications professionnelles requises. Avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas évident. Moi, c'est toutes des esthéticiennes, généralement, qui doivent aussi avoir une spécialisation en photoépilation. Fait que c'est dur de nos jours. Mais est-ce que tu as certaines choses que vous avez mises en place dans l'entreprise pour vraiment assurer votre rétention? Parce que quand même, avec 250 employés, on doit s'assurer d'avoir... C'est sûr, puis ils ont les mêmes depuis des années, là, fait que c'est sûr que... Mais c'est ça, justement, fait que je suis curieuse, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien entendre comment je peux assurer la rétention de mes employés efficacement. Est-ce qu'il y a des... Je pense que dans un premier temps, là, le premier truc, c'est qu'avant d'essayer de... Parce que, tu sais, un coup d'épée dans l'eau, là, des fois, ça peut coûter cher. Oui. Parce que des fois, nous autres, on pense qu'on sait qu'est-ce que les gens veulent. On pense que... Parce que, on a fait telle affaire, ça a marché, ça n'a pas marché. Nous autres, on pense qu'on le sait. On le sait pas. Allez les voir, dans un premier temps, allez leur poser la question. Puis quand je dis aller les voir, leur poser la question, c'est pas rien que d'envoyer un sondage que sur 250 employés, j'en ai 80 qui vont répondre. C'est pas réaliste. Puis les 80 qui vont répondre, majoritairement, ça va être des gens qui ont un ordinateur, ça va être des gens de bureau. C'est pas les gens de terrain, c'est pas nécessairement c'est pas juste ceux-là que je veux qu'ils répondent. Je veux vraiment avoir une vue d'ensemble de tout le monde. Allez les voir, allez sur le terrain, poser des questions. On les rencontre 2 fois par année, 1 à 2 fois par année, tous nos employés. Que ce soit les gens de conciergerie qu'on voit moins puis qui travaillent en entretien ménager, que ce soit nos gens de bureau, on rencontre tout le monde à chaque année. Fait qu'on leur pose ces questions-là. Puis on leur demande qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, puis qu'est-ce qui vous aiderait. Puis c'est capable d'avoir cette transparence-là pour après ça s'assurer qu'on va mettre en place, que ça va valoir la peine puis que ça va servir à quelque chose. Fait que, nous, ce qu'on a fait, c'est beaucoup ça. C'est dans un premier temps, là, le truc, c'est vraiment d'aller voir puis d'avoir une proximité avec ces gens-là. On s'entend, là, c'est pas facile à faire. Là. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est tough. Il faut se dire les vraies affaires, c'est difficile. Non, ça prend du temps. C'est difficile, mais ça nous a permis, nous autres, de voir, OK, qu'est-ce qui va vraiment aller toucher les gens puis que ça va vraiment avoir un impact sur notre rétention de personnel? C'est vraiment au niveau des horaires de travail. On a aménagé les horaires de travail. Tu sais, nous, là, je regarde le bureau qu'on a à Val-d'Or, je pense qu'on n'a pas personne qui a le même horaire de travail. Tout le monde a des horaires de travail différents. Vous êtes très flexible? On n'a pas le choix. La flexibilité... Offrez-vous aussi le télétravail?
On offre aussi le télétravail. On n'arrête plus des tours d'ordi. Ben non, puis je veux dire, avec la COVID, ben il a fallu qu'on s'adapte. Ça a eu son négatif, mais ça a eu du positif, justement, aussi. Oui. On a appris à travailler avec le télétravail. Oui, c'est ça. Ça a permis une belle flexibilité pour plusieurs entreprises. Oui, clairement. Puis, tu sais, de façon bien transparente, nous, le télétravail, quand la COVID est arrivée, on n'était pas en télétravail. Il y avait presque personne en télétravail. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on était comme... à l'aise de faire. Oui, puis tu sais, mais là, la COVID nous a comme forcé à le faire. Puis au final, aujourd'hui, on en a plein en télétravail, puis ça fonctionne super bien. Puis de façon bien honnête, pour ceux qui ont déjà vu nos bureaux à Rouen, on n'a plus nécessairement de place, là. Fait que c'est ce que ça nous permet de faire aussi. Mais tu sais, c'est ça, le télétravail, on n'a pas eu le choix, nous aussi, de s'adapter à ça. Mais tu sais, oui, la flexibilité pour la rétention. Les horaires de travail, tu sais, nous, maintenant, mettons le vendredi, l'été, chaque vendredi d'été, on ferme à midi. Puis on paye les employés, on leur laisse de midi à 1h pour préparer leur semaine d'ensuite. Okay. Puis après ça, à partir de nous, on continue de payer de 1h à 4h30, comme un horaire normal de travail, pour qu'ils puissent profiter de leur été avec leur famille. Tout ça. C'est bien cool, ça. Fait on paye... On va bien travailler. Ouais, finalement, on chante, on vend, puis on s'en vient. Fait que, tu sais, on fait ça. On fait beaucoup aussi... Je pense que ça passe beaucoup par les activités, les rassemblements. On a comme tous les business, là, je pense qu'on a des assurances collectives. Comme la majorité, on a des assurances collectives. On a des forfaits cellulaires. On a des prix sur nos produits employés. Tous ces trucs-là, on les a. Mais il y a aussi le fait qu'on organise quand même beaucoup d'activités. On est ici serré. On vient de faire, là, justement, au début du mois de juin, on a fait un gros gala on l'appelle le gala des constellations. Ouais. Où est-ce que là, c'est vraiment des employés qui sont mis en nomination. Il y a des votes qui sont faits, c'est vraiment, puis il y a un trophée qui leur est remis, puis c'est vraiment avec la famille puis les conjoints. Fait que les employés gagnent des prix devant leur famille. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires, mais tu sais, je dirais majoritairement tout ce qui est la flexibilité au niveau des horaires. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, avant de commencer, on parlait un peu de tout ce qui est conciliation. Tu sais, aujourd'hui, on ne dit plus conciliation travail-famille, on dit conciliation travail-vie personnelle. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais ils veulent quand même la conciliation, ce qui est normal, je pense, aujourd'hui. Mais moi, j'ai une question par rapport à la flexibilité d'horaire. Tu sais, vous avez plusieurs divisions dans l'entreprise, mais vous avez également une bâtisse avec un service client, comme exemple une boutique, respectant des horaires. Ouais. Mais ton pouls là-dessus, justement, tu sais, à quel point est où ta limite de flexibilité, là, de dire oui, on est flexible, mais tu sais, toi, ta bâtisse, il faut qu'elle soit ouverte de 8 h le matin à 17 h, là. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas accommoder tout le temps ça, là. Tu sais, il faut qu'il y ait quelqu'un, tu sais, sur le terrain pour servir les clients, là. Clairement, ben tu sais, je prends l'exemple de Val-d'Or, ben mettons les filles au service à la clientèle, quand il y en a une qu'il faut que s'absente ou qui n'est pas là, tu sais, il y en a une, mettons, il y a une fille ou il y a quelqu'un qui dit, ben là, moi, j'ai rendez-vous avec mon enfant, il faut que je m'absente telle heure à telle heure, ben fine, pas de trouble, quelqu'un d'autre va prendre sa place parce que nos gens sont tous formés. Majoritairement, de base, ils sont tous formés pour être capables de répondre au service à la clientèle. Fait qu'ils sont capables, ils ont la base, ils sont capables de faire ça, fait qu'ils sont capables... Ils sont capables de transactionner. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ce qui nous permet aussi cette flexibilité-là. Par contre, c'est sûr que quand on engage quelqu'un, ben je peux pas te dire, je vais te faire travailler lundi, mardi, mercredi, de, mettons, 9h à midi, après ça, l'autre, elle va rentrer à 1h. Non, ça marche pas. Non, c'est un gros casse-tête aussi. Tu peux pas avoir 15 personnes pour faire... Il faut qu'il y ait quand même un c'est parce que c'est un coût, un employé aussi. Ouais, là, tu peux pas te permettre d'avoir 15 employés pour une job. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, oui, il y a une question de flexibilité, mais une question de dire, ben nous, effectivement, on a des besoins. Puis nous, nos besoins, c'est ça. Si tu es capable de filer dans ce time frame-là, puis ça te convient pour ce poste-là, ben parfait. Sinon, il y en a plein d'autres possibilités ailleurs dans l'entreprise. Si toi, ça fit, puis que des fois, tu me dis, ben moi, j'ai un enfant qui a des besoins précis, puis qui doit aller chez le pédiatre, maintenant une fois par... ou je sais pas, moi, aller à des rendez-vous médicaux une fois par mois, ben on s'arrange, tu sais. On a toujours, puis on s'achale pas, on le planifie, on le prévoit. Quelqu'un va te remplacer pendant tes parties. Merci, bonsoir, c'est pas compliqué. Super bon exemple aussi, là, quand on parle de flexibilité, là, ben nous, vous savez, il y a eu la grève scolaire dans la dernière année. Ben, on a eu une grève qui a duré, là, je me souviens plus combien de temps dans chacun des points de service, mais nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, OK, là, il y a une grève, on a plein de nos employés qui ont des enfants, que fait-on? Parce que là, sinon, ils vont tous en aller en télétravail ou ils vont nous demander des vacances, ce qu'on peut pas se permettre. Fait qu'on a fait des services de garde dans nos points de service pour permettre pour que les enfants de nos employés puissent venir dans le bureau. Fait que vous avez engagé des employés supplémentaires. Bingo. Wow. Oui, on a engagé des employés supplémentaires. On a vraiment fait un service de garde avec un horaire, avec des employés qu'on payait, puis qui venaient... garder les petits
garder vos employés. Oui, exactement. Qui venaient, on s'entend, là, les parents restaient sur place, puis les gens restaient, les employés doivent rester là avec leurs enfants sur place. T'es pas autorisé à quitter le bâtiment. Ouais. Non, on n'est pas comme une gardienne. Vous avez fait une salle, puis là, les enfants, ils jouaient. Il y avait quelqu'un qui était là pour les surveiller. Il y avait vraiment quelqu'un qui était là pour les garder. Mais on demandait vraiment aux employés de rester sur place, par exemple. Il y avait vraiment quelqu'un qui était là. Fait que les personnes amenaient leur lunch, on fait ça. Fait que nous, on a vraiment créé ça pendant la période de garde parce qu'on s'est dit là, sinon... Vous perdez tout le monde. Ben, tout le monde va vouloir partir. Là. Fait qu'on était comme comment on fait? Là? On va pas fermer pendant 2 semaines, nous autres. Non, puis maintenant, ouais, c'est ça. Ben, je pense en fait... Tu sais, c'est justement un gros défi pour plusieurs parents, les garderies. Tout à fait. Les services de garde. C'est pas compliqué. Est-ce avant que c'est quelque chose que vous avez faire un enfant, faut de peut-être ouvrir un milieu de garde vraiment pour les enfants de vos employés parce que, en fait, est-ce que c'est un défi au sein de l'entreprise, justement, des parents qui travaillent, tu sais, qui ont plus de difficultés à trouver des endroits de garde pour leurs enfants et tout? Est-ce que ça a provoqué certains départs, là? Ben non, je te dirais qu'honnêtement, puis je sais pas, peut-être parce qu'on a été chanceux. Tu sais, oui, on en a qui ont des jeunes enfants, mais pas tant. Ils ont c'est beaucoup des enfants en âge scolaire. Fait que c'est quand même, plus loin. Mais en âge scolaire, ben, ça amène qu'ils veulent tous prendre la semaine de relâche en congé. Oui, exactement. Puis l'été, ben, les enfants moi, ça, c'est un défi sont... que j'ai pas parce que moi, j'ai vraiment des jeunes. Mon équipe est vraiment plus jeune. J'ai d'autres types de défis. Ouais. C'est ça, on va pouvoir en parler un petit peu plus parce que je pense qu'il y a plein de défis en 2024 avec la main-d'œuvre. Mais ça, c'est un défi que moi, j'ai pas encore, mais je sais que ça s'en vient, par exemple. Là, mes filles vont finir par fonder des familles, ce qui est tout à fait normal parce que moi aussi, un jour, je vais avoir une famille. Mais c'est toutes des choses qu'en tant qu'entrepreneur, on doit se poser, se dire, mon Dieu, OK, il faut que j'assure que j'ai une main-d'œuvre. Moi, ça, c'est une question que je pose en entrevue. Quand, mettons, exemple, pour un poste de gestion ou un poste un peu plus haut qu'un temps partiel ou quoi que ce soit, je pense que c'est quelque chose que tu peux poser, tu sais, comme... C'est sûr que la personne peut pas prévoir non plus l'avenir, mais tu sais, moi, j'en ai une qui elle veut pas du tout d'enfant. Fait que, tu sais, moi, je le sais que, OK, ben garde, je peux la compter comme permanente, puis moi, un jour, si j'ai un enfant, je peux compter sur elle, puis, tu sais, elle peut avoir ce poste-là à cause que je sais qu'elle va être permanente, puis elle va être fiable, puis, tu sais, comme tout ce que je vais lui enseigner, ben, tu sais, c'est pas nécessairement perdu non plus, là, à court, moyen terme. Non, c'est ça, parce qu'on doit se projeter dans l'avenir, dire, OK, ma business, oui, va grandir, mais tu as certaines... Oui, clairement. Fait que, tu sais, c'est sûr que... oui, les garderies, c'est sûr que c'est un défi. On y a déjà pensé. Par contre, on s'est informé, on a regardé un peu. Il y a certaines entreprises qui l'ont fait. C'est plus ou moins facteur de succès. C'est difficile aussi. C'est d'avoir dans le fond, c'est d'avoir une autre branche complètement, un autre business. Là, c'est gérer aussi. Encore là, le manque de main-d'œuvre, des éducatrices à l'enfance, il en manque énormément. Fait que là, de trouver d'autres mondes. Mais tu sais, il y a plusieurs entreprises qui le mettent en place. Il y a beaucoup de réglementations. Tu sais, il y a une éducatrice pour 6 exemples jeunes ou quoi que ce soit. Tu sais, eux autres... Les assurances, les fait qu'à un moment donné, on s'est dit, peut-être qu'on n'est pas nécessairement rendu là, mais on a déjà pensé. C'est sûr qu'on s'est questionné là-dessus. Mais pour nous, c'est pas tant un défi qui était majeur. Là. Où est-ce que nous, on avait des défis? C'est que, tu sais, des fois, nous, on est... là, souvent, tu sais, mettons, la fille, son chum va étudier run, va faire du 5-4-5 aussi et ça. Fait qu'il y a tout le temps une semaine sur 2 qui sont moins disponibles. C'est plus à ce niveau-là que nous, on va s'adapter puis qu'on va dire, OK, parfait, cette semaine, on sait que. Mais la semaine que t'es là, fais un petit peu plus d'heures pour être capable de reprendre tes heures. Puis, tu sais, au final. Mais, tu sais, tu posais la question. Puis, tout le temps, moi, je me fais souvent poser cette question-là. Mais faites quand même votre rétention de main-d'œuvre parce qu'on a quand même un bon taux de rétention. Puis, on l'a amélioré d'à peu près 50 depuis la dernière année. Donc, le sentiment d'appartenance est très fort aussi envers l'entreprise. Mais il n'y a pas de recette miracle pour Puis, si tu n'es pas prêt à te renouveler, à essayer des affaires, parce que, tu sais, il n'y a pas une affaire que tu vas faire qui l'année prochaine, nécessairement, ça va être aussi bon. Là. Non, parce que le contexte est différent, plein d'affaires qui est différent. Là. Ce qui est important, je pense que c'est d'être humain. Oui. Vraiment. Tu sais, ce que tu as dit, la première chose, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé dans les différentes sphères de ton entreprise pour voir c'était quoi la réalité de tes employés. Après ça, on fait des sondages pour s'assurer que nos employés sont bien au sein de leur travail, tu sais, dans les différents milieux. Fait que c'est vraiment d'être humain, puis de pas juste se dire, j'ai un employé en place, il fait un job, puis ça finit là. Oui, mais cet employé-là, pourquoi tu es capable d'être successful? C'est parce que tu as un employé qui peut pallier à ça. Fait que, tu sais, c'est important en tant que gestionnaire, propriétaire, de s'assurer que notre staff est bien, tu sais, fait que d'assurer un confort au sein de notre entreprise. Puis je pense qu'en 2024, il y en a beaucoup maintenant qui comprennent ça. Mais tu sais, on recule d'il y a 20 ans à peine. C'était tellement pas ça, là. Tu sais, toi, tu faisais pas le job, il y en avait un autre qui rentrait, mais on peut plus se permettre de se dire ça maintenant en 2024. C'est tellement difficile de trouver de la main-d'œuvre que faut se renouveler, puis faut être à l'écoute de nos employés. Puis c'est ce qui fait en sorte que je pense qu'on est un bon gestionnaire, d'être vraiment humain. Oui, puis...
sais, aussi, il faut dire que ça passe pas. Souvent, on a tendance à penser que ça passe par les RH. Ça passe par les RH. Oui, souvent, le département des ressources humaines, on va être les instigateurs, on va être ceux qui vont entreprendre les changements, on va être ceux qui vont les mettre en place. On va créer comme la coquille au travers. On va comme créer l'espèce de bulle puis l'espèce de coquille qui va être au travers. Mais tout ce qui se passe en dedans, là, puis... C'est les valeurs de l'entreprise. Ben, c'est les valeurs de l'entreprise, mais il faut que ça transparaisse au niveau des gestionnaires. Tu sais, aujourd'hui, la réussite qu'on a, ben si l'équipe avec laquelle je travaille, les gestionnaires et les directeurs ne seraient pas aussi ouverts et ne font pas preuve de cette ouverture-là, puis ils ne le font pas transparaître quand ils vont sur le terrain, puis ça ne marcherait jamais. Ben non. C'est un coup d'épée dans l'eau. Faut qu'il y ait une ligne directrice de l'entreprise, puis tu sais, tes piliers, c'est tes gestionnaires, c'est tes collègues de travail. S'ils n'appliquent pas tes valeurs, ben ça va pas bien. Là. Non, clairement. Tout ce qui est en bas va juste pas le suivre. Là, aussi, ça marche pas. Tu veux que tes employés aient la même vision que toi. Fait que, encore là, le sentiment d'appartenance est important pour nos employés, justement pour qu'ils aient vraiment la même vision que nous. Puis, tu sais, quand tu as un employé là, que tu sais là, qui tient à ton entreprise, ben, tu sais, comme toi, quand tu es rentré chez Sogitech, je pense que il l'a vu, ton mentor, là, il l'a vu que tu avais ce sentiment-là. Fait que, il a fait comme, OK... J'en ai une. C'est rare de trouver quelqu'un comme ça pour vrai, quelqu'un qui a autant à cœur l'entreprise que toi. Puis quand tu trouves cette petite perle-là, tu fais comme, OK, good, je peux partir. Puis, ben, tu sais, partir, exemple, en vacances, peu importe. Tu sais, toi aussi, tu as des gens en place que tu sais qui tiennent. Mais moi, j'aimerais entendre Marie sur la limite de tout ça aussi. Tu sais, on en parlait un petit peu avant de tourner l'épisode, avant de rentrer dans l'enregistrement, pardon. Tu sais, moi, je me sens souvent coupable de dire non ou de mettre mes limites et tout ça. D'assumer le rôle d'RH, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais est où la limite de tout ça, tu sais, de dire, regarde, tu sais, comme que c'est fair play, puis que je sais pas comment l'exprimer, mais... de mettre tes limites en tant qu'entrepreneur. Faut s'assurer qu'il soit bien, notre employé, mais en même temps... T'as une business à gérer, là. Oui, on a une business à gérer, puis on peut pas tout offrir. Puis là, à un moment donné, c'est comme, tu sais, les demandes sont tout le temps là, mais tu fais quoi avec ça si tu sais, c'est jamais assez? Ben moi, je pense que... Parce qu'à un moment donné, il y a une limite. Là. Oui, il y a une limite. Il y a une limite, puis je pense, je parlais tantôt de nos valeurs, là, ben, je pense que les décisions qu'on prend doivent être alignées avec nos valeurs. Puis à partir du moment où tes décisions... Quand tu te questionnes sur une décision, tu fais comme « Ah, je suis pas sûre. J'ai-tu fait la bonne affaire? » C'est correct de se questionner, mais je pense aussi que la limite est à partir du moment où tu te dis « Ben là, je suis en train peut-être de créer une iniquité. » Parce que l'équité, puis souvent, on a tendance à penser que le monde, on se dit « Je vais faire ça pour telle personne, le monde, les autres le sauront pas. » Ils le savent. Ben oui, ils se parlent. Ils se parlent tout. Ils se disent tout. Ils connaissent tout. En 3 minutes et quart. C'est pas long. Fait que tout ce qu'on fait, tout le monde nous regarde. Fait que quand on prend une décision, ben c'est de se dire, là, je sais que j'en ai, mettons, 249 autres qui me regardent, première des choses. Puis après ça, c'est de dire, ben ce que je fais, je le fais-tu en respect. Cohérente, là. Oui, c'est-tu cohérent, puis c'est-tu en lien avec nos valeurs d'entreprise? Oui. C'est-tu équitable avec le reste du personnel aussi? Puis si je fais ça pour un, est-ce que je suis capable de le faire pour l'autre? Si la réponse est oui, je pense que ça peut être une bonne décision. Puis des fois, on a pris des décisions, puis c'est pas les bonnes. Ça arrive de se planter, là, puis ça arrive de dire, ben, puis moi, la première, ça m'est arrivé de prendre des décisions pour faire comme, j'aurais pas dû prendre cette décision-là. J'ai créé une iniquité ou j'ai créé un précédent que j'aurais pas voulu créer. T'sais. Mais c'est un apprentissage. Oui, c'est ça. Mais puis, mettons que tu as un précédent, justement, comment tu fais pour revenir avec ça? Ben, je pense que c'est d'être capable de l'admettre. Ça demande beaucoup d'humilité. Être gestionnaire, être en ressources humaines, puis tu sais, quand tu as des gens sur ta supervision, d'être assez humble pour dire « Hey, sais-tu quoi? J'ai fait une gaffe, j'aurais peut-être pas dû prendre cette décision-là. » Mais si tu le fais, puis que la personne elle sent que c'est sincère, ben je pense que les gens vont comprendre, vont faire comme « Ouais, OK. » Mais faire preuve d'ouverture, puis d'avoir cette transparence-là, puis d'être capable d'être assez humble pour dire « Hey, faites une gaffe, tu sais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'ai pas pris la meilleure décision, puis je me suis trompée. » D'être capable de dire... reviens sur ma décision, puis à partir de maintenant, ça va être de telle façon. Exactement. Ou on le fait, ça n'a pas fonctionné, tu sais. Parce que nous aussi, on est tributaires des fois du succès de certaines décisions qu'on prend, mais aussi de l'échec de certaines décisions qu'on prend. Fait qu'il faut être capable de l'assumer, d'être assez humble aussi, je pense. Puis, en tout cas, chez nous, ça a tout le temps... Tu sais, les fois que j'ai dit, ben OK, ouais, j'ai fait une gaffe, j'aurais peut-être pas dû prendre cette décision-là, ou on a fait ça, non, ça fonctionne pas, puis on a essayé, mais ça marche pas. Faut être capable aussi, puis il faut être assez courage managérial. On en parle souvent dans le domaine des RH. Faut être assez courageux pour revenir sur une décision et dire, ça marche pas la gang, puis ça fonctionne pas. Fait que je pense que... Excuse-moi, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais de dire, quand tu dis que ça fonctionne pas, c'est que tu arrives avec des faits pour dire que ça fonctionne pas, ou your feeling, tu sais, comme si c'est ton intuition de dire que... Ou tu as des résultats, puis tu arrives avec, justement, tes collègues, puis dire, regarde, on l'a essayé, regardez, ça fonctionne pas, ou quoi que ce soit, tu sais. Comment tu des fois, je pense que quand ça touche l'équité, des fois, je pense que quand tu
te questionnes après, puis ça touche l'équité, des fois, je pense que tu peux y aller au feeling. Des fois, il y a vraiment des décisions que c'est parce que tu vas l'avoir évalué, puis ça va être avec du factuel. Tu vas dire, OK, ouais, j'ai évalué telle affaire, j'ai fait telle affaire, ça marche pas pantoute, là. On perd de l'argent ou on a fait telle affaire, puis c'est pas rentable pour nous de faire ça, ou ben, on pensait que ça allait fonctionner, qu'on mette tel avantage dessus ou tel avantage dessus, puis finalement, ça marche pas pantoute. Il y a personne qui l'utilise. Il y a personne qui l'utilise, ça nous coûte super cher, puis personne n'apprend. On pensait que c'était la bonne affaire, ça ne l'est pas. Autant tactile, visuel que genre feeling. Ben, moi, je pense quand ça touche l'équité, puis quand on se rend compte, quand comme gestionnaire, on se dit, OK, ouais, ça, là, finalement, j'ai pris le temps de se penser à soir quand je me suis couchée, là, parce que la nuit porte conseil, on le sait, là, puis là, je reviens le lendemain matin, puis je fais comme, non, je pense qu'au final, j'ai réfléchi à ça, puis c'est pas une bonne décision. Ben, d'être assez humble pour le dire aussi. Okay, regarde, j'ai réfléchi à ça, là. OK, j'ai une autre question pour toi, Marie. Tolérance. T'établis tes limites. Ouais. Tes limites sont enfreintes à quelques reprises. Tu ouais. le mentionnes plusieurs fois, quand même. À partir de ce moment-là, tu fais quoi? Parce que tes limites sont très... Mettons, ton carré de sable, il est très, très bien établi. Tu rencontres les gens en conséquence. Voici mon carré de sable. You do it. Ouais. Tu sais, comme à partir de ce moment-là, si tu atteins mes limites, là, ça se peut que je te rencontre, que je te remette un peu sa map, là, puis de dire, hey, regarde, ça, fais attention. Mais rendu à que tu suggères, tu sais, mettons, en tant que gestionnaire, en tant que, justement, propriétaire, à quel niveau on doit tolérer ça? Tu sais? Mais moi, j'ai envie de te dire, puis ça, moi, j'ai appris ça quand j'allais visiter une autre business suite à un congrès. J'ai envie de te dire que quand tu as des employés qui commencent ou des membres de ton équipe de travail qui commencent à dépasser les limites, questionne-toi. OK. Moi, j'ai déjà posé la question. J'avais été visiter une entreprise qui s'appelle Zappos à Las Vegas, qui est une grosse entreprise de distribution. Puis on avait demandé, eux, ils ont un bar dans leur entreprise. Okay. C'est un peu le même principe, là, je fais un parallèle. Là. Ouais. Mais ils ont un bar dans le business. Là. Okay. Écoute, eux autres sont vraiment flyés. RH, là, tu vas visiter ça, c'est complètement flyé, mais c'est vraiment le fun d'aller visiter, c'est très enrichissant. Et ils ont un bar dans leur business. Okay. Là, moi, je leur ai dit, ben nous, au Québec, on a de la législation, puis on a des politiques de drogue, alcool, médicaments en milieu de travail. Non, c'est ça, exact. Tu peux pas consommer, tu vois dessus, genre, c'est ça, on va faire l'entretien ménager, puis t'es chaud, là. Puis j'ai dit, comment vous faites pour avoir, tu sais, pour vous dire, OK, mais la personne qui quitte mon bâtiment est en mesure, mettons, de conduire. Puis la personne qui nous faisait visiter l'entreprise, qui était un gestionnaire, nous a dit, ben si tu te questionnes par rapport à ça, ben puis tu te questionnes à savoir si la personne... Puis elle a assez de jugement pour savoir, questionne-toi sur si c'est le bon employé qui est pour ta business. J'ai fait comme... Fait que dans le fond, eux autres, ils engagent des gens qui vont, genre, justement, avoir une conscience assez bonne pour dire, regarde, je prends un verre, puis c'est ma limite, puis voici, je suis opérationnelle à partir de ce moment. On s'entend, là, je pense que dans la réalité des choses, c'est pas tout le temps ça. Ben, je pense mais je pense aujourd'hui... Les lois sont différentes aux États-Unis aussi oui. que le Québec. Là, c'est très différent, mais j'ai aimé la façon dont tu l'as apporté. Mais fait que tu parles de limite, ben c'est de dire, à partir du moment... Tu parlais de carré de sable. Quand la personne, là, quand la personne elle joue dans ton carré de sable, mais qu'elle prend un petit grain à la fois, parce que pour X raison, des fois, ça arrive à tout le monde, des fois, de faire de dépasser un peu la ligne ou de mettre un grain de sable à l'extérieur. Mais quand la personne elle prend un chaudière et qu'elle en amène une shitload à côté, là, on est ailleurs. Là. C'est pas pareil. Fait qu'à partir du moment où la personne dépasse ces limites-là, que tu y établis clairement, ben questionne-toi à savoir est-ce que cette personne-là fit avec moi ou fit dans mon entreprise ou fit dans mon milieu. Si clairement elle est capable de dépasser ces limites-là alors que tu les as bien établies, ben, je pense que c'est dans tout et n'importe quoi. Ben, peut-être que c'est pas la bonne personne. Mais en fait, elle ne respecte pas non plus l'entreprise pour laquelle elle travaille, clairement. Fait est-ce que tu vas avoir un employé qui ne te respecte pas et qui ne respecte pas ton entreprise? Je pense que c'est parce que en fait, moi, souvent, je me suis senti mal de mettre mes limites. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une qualité de standard chez nous que je le sais que c'est pas n'importe qui les a. Tu sais, moi, le ménage, c'est super important. Tu sais, comme le dire merci, dire ça, tu sais, comme blablabla. J'ai des barèmes qui sont super importants et cruciaux pour moi. Ben, je sais, je m'en vais dans d'autres boutiques, puis je sais que c'est pas peut-être aussi propre ou, tu sais, ils n'ont pas la même charge que moi et la même qualité à ce niveau-là. Puis c'est bien correct, là, c'est mon entreprise, c'est la mienne, mais j'ai le droit à ces limites-là, j'ai le droit à ces demandes-là. C'est mon entreprise, justement. J'ai le droit d'avoir quoi que ce soit que je demande et tout ça. Puis si tu fites, tu fites. Si tu fites pas... T'sais, moi, j'ai déjà perdu des employés parce qu'ils disaient, Meg, comme, c'est ben trop de ménage à faire, mais moi, c'est ça. Chez nous, c'est ça. Chez moi, c'est... Tu sais, puis c'est pas parce que tu n'as pas le temps de le faire, c'est très bien établi. Mais bref, ça, merci pour cette spécification-là. Puis, j'ai une autre question par rapport à ça. Justement, quand tu sais, parce que c'est sûr, avec 250 employés, t'en as eu, là. T'en as vu des murs et des pas mûrs, c'est sûr, là. Mais quelqu'un qui a toujours une justification à tout. Ben, à un moment donné, moi, je pense quelqu'un qui a toujours une justification à tout, mais qui continue d'enfreindre les règles ou de pas respecter ce qu'on demande ou d'être vraiment à l'encontre des valeurs, ben
à un moment donné, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne limite, de mauvaise limite. C'est pas, OK, ben nous autres, c'est 1, 2, 3, puis après la troisième. Non. C'est comme à partir du moment où on commence à te rencontrer puis que je t'adresse une situation parce que c'est problématique puis parce que là, ça cadre plus avec notre ADN d'entreprise, notre culture, ben je te donne le choix, tu sais. Tu as toujours le choix. Oui. Je te donne le choix de dire, ben je veux m'améliorer, je veux corriger. Je t'adresse la situation, je te laisse l'opportunité de corriger ton comportement. Je peux te venir rendre, on a des programmes d'aide aux employés, on peut te donner un coup de main, on peut te donner des formations, on peut faire plein d'affaires. Mais à partir du moment où tu n'as pas de volonté, moi, elle est là ma limite. Si tu n'as pas de volonté à t'améliorer, puis je dis moi, mais je pense que c'est pareil pour tous mes collègues, si tu n'as pas de volonté à t'améliorer, si on voit qu'il y a pas, que tu fais pas ton bout de chemin puis qu'on rame à contresens, là, je sais pas si vous avez déjà vu le principe du bateau, là. En fait, c'est le bateau de la gestion, au final, là. C'est un espèce de navire, puis c'est vraiment séparé en sections. Puis, tu sais, t'en as tout le temps un qui est en arrière, là, puis qui rame à contre-courant, puis lui, il est sur le bord de tout le temps en bas de ton bateau. Là. Mais quand les autres s'en vont, là, puis t'en as dans le milieu, qui sont comme tout le temps in and out, puis c'est souvent ceux-là avec qui on a de la misère à tracer nos limites. Ceux qui sont dans le milieu, qui sont in and out, là, puis qu'on sait pas trop quoi faire avec eux, parce que des fois, ils vont ramer à contresens, puis des fois, quand ils sont contents, mais ils vont ramer dans le même bord que ils apportent à d'autres aussi à ramer à contresens. Là, exactement. Des fois, ça devient néfaste un peu, puis c'est pas trop long qu'ils s'auto-contaminent. C'est avec eux qu'il faut que tu traces la ligne. Parce que celui-là qui est sur le bord de se garrocher en bas, là, il va finir par se garrocher pareil. Fait que c'est ceux qui sont dans le milieu, puis c'est vraiment de dire, je pense qu'il n'y a pas de bonne recette pour dire, ben c'est quoi ma bonne limite? Ben moi, je pense à partir du moment où tu peux l'adresser une première fois. Parce que tu as le droit d'avoir ces limites-là. Oui, clairement. Tu as le droit, puis à partir du moment que tu les as adressées, puis que la personne, elle les a bien compris, puis qu'elle continue d'y contrevenir ou de faire un pas à sa tête, puis qu'au final, ben, tu vois bien que ça marche pas, c'est là qu'il faut que tu te questionnes. Je pense que c'est là que tu dois intervenir. Parce que sinon, je te dis, ça vient... Écoute, c'est fou comment ça vient gruger intérieurement quand on navigue à contre-courant de quelqu'un, puis qu'on voit qu'on n'est pas dans le même sens. C'est stressant. Quand t'as des limites claires et définies aussi. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, oui, t'as bien beau... tu sais, mettons, moi, ça m'est déjà arrivé que j'avais une super bonne employée, mais il y avait un crash de valeur. Puis, je veux dire, ça y enlève rien, là. Mais comme, c'est que, tu sais, à un moment donné, tu te sens mal d'exiger ça, mais au final, c'est toi. Tu sais, puis après, ben ça arrive dans ton bureau, puis c'est comme, hey, je veux des actions, ou ben j'aimerais une augmentation salariale, puis tout ça. Mais là, je suis comme, ben, tu sais, mes limites sont tout le temps enfreintes, puis là, tu me demandes des conditions de plus, puis ça fait 2-3 fois qu'on se rencontre pour les problèmes, puis tout ça. Puis là, moi, personnellement, là, mettons, avec ce que j'ai appris, tu sais, là, on est rendu 11 dans la... Ouais, on est 11. Tu sais, on fait toujours des essais-erreurs, puis c'est pas évident, justement, la main-d'œuvre. Moi, pour vrai, ce qui m'a aidé maintenant, dès que j'ai un employé qui rentre, tu as un contrat de travail qui est clair et établi. Tu vois les politiques de l'entreprise, puis on a aussi un système, il y en a qui vont peut-être trouver ça très intense, mais on a un système de gradation selon les sanctions qui sont établies selon je sais pas comment dire. Les enfreins. Selon les mesures disciplinaires qui sont données. Exactement. Fait que, tu sais, ton employé, là, il sait. Exact. Voici ta limite à ne pas franchir, t'as ton carré de sable. Parce que aussi, pour les employés, il faut se dire que nous, dans notre tête, c'est clair, mais des fois, pour eux, c'est peut-être pas clair. Oui, exactement. On n'a pas la même compréhension aussi. Non, c'est ça. La même, moi, souvent, je me frustrais, puis je me disais, ouais, mais ça me semble c'est pas compliqué à comprendre. Mais quelqu'un ne peut pas avoir le même thinking. Tu sais, moi, mettons, tout est pareil, je suis sûre que t'es pareil aussi. C'est ça qu'on comprend pas, je vois la job, là, je vois l'ouvrage, là. En bon québécois, je vois l'ouvrage, je suis comme, OK, go, moi, dans mes jobs, là, ma première job, là, je travaillais à la crème glacée, là. Mais il n'y avait pas de clients, mais j'allais passer le balai ou j'allais shiner le petit miroir. Tout le monde, mais c'est ça, exactement. Puis, tu sais, moi, ça, c'était vraiment une frustration. Je me disais, voyons, pourquoi vous ne voyez pas le travail? Mais c'est sûr que si tu n'as pas des limites claires et établies avec les tâches à effectuer, il y en a pour qui, tu sais, c'est pas évident. Fait que c'est juste de s'ajuster, je pense aussi de... Mais moi, ce que j'avais beaucoup, puis ça, je m'en ai beaucoup aperçu parce que j'ai fait beaucoup de développement depuis les 2 dernières années personnelles, là. Puis ça m'a apporté à tu sais, dans le sens que tu peux pas exiger des autres ce que tu exiges de toi-même parce qu'on n'est pas la même personne. Puis moi, souvent, ma problématique, moi, là, c'est que je comprenais pas qu'ils comprenaient pas. Parce que moi, je le comprends. C'est moi, je suis allumée comme une TV. J'ai de la drive, puis genre, tu sais, j'ai
une facilité à opérer et à comprendre plusieurs choses en même temps, puis à voir plusieurs choses en même temps. Tu sais, moi, je suis dans mon bureau, puis j'entends que la musique est fermée, je sais déjà qu'elle est fermée. Tu sais, j'entends que quelqu'un dans la cabine des CH. Tu sais, je vois beaucoup de choses. J'ai une énorme compréhension du 360, mais c'est pas donné à tout le monde, ça. Mais moi, je comprends pas qu'ils comprennent pas. Fait que là, ça me frustre, puis là, ça me... Ben, tu sais, je veux dire, ça devient déplaisant, moi, parce que ça me crée de la frustration intérieure, puis je me dis, Colin, comment ça qu'ils l'ont pas fait? Puis, tu sais, fait que là, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai établi justement, j'ai structuré le plus possible pour pas que j'aille à le dire. Fait que je me dis, c'est sur papier, ils ont tous les outils nécessaires pour le faire. Voici qu'est-ce que, standardement parlant, moi, je veux et obligatoire, que moi, il faut que ça soit fait. Puis à ce moment-là, ben ça m'a libéré un petit peu cette amertume-là que j'avais parce que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas... Puis, tu sais, il faut que tu apprennes aussi à doser, de dire, regarde, la qualité, moi, c'est comme ça, ben ça se peut qu'il soit un peu de même. Mais c'est vrai qu'il faut mettre de l'eau dans notre vin aussi, ça, c'est sûr. Là, parce qu'il y a personne... Tu sais, il y a personne qui va être comme toi. Moi, ça, je l'ai appris aussi. À un moment donné, tu sais, j'étais tout le temps... Je suis genre... Tu sais, c'est drôle parce que la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ouais, mais toi, Daph, si on fait de quoi, tu vas tout le temps regarder en arrière. Ouais. Ça, c'est la maternisation. J'ai fait, oh, OK, c'est comme ça que tu te sens. Que si tu fais une tâche, je vais te regarder en arrière. Fait que là, tu sais, j'ai eu une petite introspection de faire comme, OK, slack tes bobettes, Arcan, là, peut-être. Mais c'est parce qu'il faut que tu fasses confiance. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, c'était tellement pas. Mal intentionné que je le faisais. Au contraire, je me disais, je vais y apporter le soutien financier, c'est tellement pas ça que je veux dire, nécessaire, le soutien nécessaire, tu sais, à sa tâche à accomplir. Fait que, tu sais, moi, je me disais, non, moi, je le ferais comme ça, ou peu importe. Fait que, tu sais, quand je me suis fait dire ça, j'étais comme, OK, ouais, peut-être que je laisse pas assez de l'attitude. Tu dis quoi à ça, Marie, justement? Tu sais, quand on maternise, parce que moi, j'étais le même genre, tu sais, je disais quelque chose, puis là, il le faisait, mais je savais que j'allais repasser après. Fait que, dans le fond, lui, il disait, au final, elle va le faire pareil. Elle va le faire pareil. Je vais le faire à peu près. Puis, puis c'est un peu ça. En faisant ça, c'est que ça laisse pas ça donne pas aux gens l'opportunité de vraiment faire la job ou de faire ce qu'on leur demande à 100% parce qu'ils vont se dire, quelqu'un qui va le faire à l'arrêt de moi, anyway. Fait qu'on peut pas s'attendre à ce qu'ils s'améliorent parce qu'ils se disent tout le temps qu'on va le faire à leur place de toute façon. Fait que ça marche moi, je me disais que je le faisais. Mais toi, pour toi, c'est de lui rendre service. Mais non, tu lui rends pas service en faisant ça. Justement, tu le casses, ça. C'est ça. Parce que moi, ça, je l'ai appris aussi cette année. D'être humain puis d'être capable de faire une introspection, justement, de me dire, OK, peut-être que je laisse pas assez de l'attitude puis elle se sent pas, genre, avec toutes les portes ouvertes. Tu sais, si tu te sens que tu as toujours ta boss qui est en arrière pour regarder ce que tu fais, j'étais comme, oh, c'est pas le message que je veux donner. Là. Déléguer, déléguer, peu importe, je pense, le rôle qu'on occupe dans une entreprise, d'autant plus quand c'est dans des rôles d'entrepreneur, c'est pas évident. Non. Parce que déléguer, là, en passant, il existe à peu près 12 000 formations là-dessus sur comment bien déléguer, la délégation. Moi, je t'en écoute des podcasts sur déléguer, s'organiser, limite. Il y en a à pu finir. Pourquoi? Parce que c'est pas évident, c'est difficile. Il n'y a pas de bonne recette de personne en personne. C'est quelque chose de bien difficile. Puis c'est quand je donne quelque chose à quelqu'un, comment je le fais bien, comment je m'assure d'un bon feedback, comment je m'assure que la personne a réussi bien. Puis si elle réussit pas comme je voudrais nécessairement, comment que je fais pour essayer de l'amener ailleurs pour qu'elle soit capable de ou qu'elle soit capable de se rapprocher le plus possible à moi, mes attentes. Ton résultat. Fait que c'est tough, ça. C'est tough, mais... encore là, je pense que tu dois vraiment investir dans la formation de ton personnel. C'est sûr que tu peux pas t'attendre à ce que tes employés effectuent une tâche comme tu le ferais si tu n'investis pas de temps et d'argent dans ton personnel. Ça va avec. Parce qu'il y en a beaucoup des entrepreneurs, des fois, qui me disent... Puis là, je vais aller dans une place qui est un petit peu plus sinueuse. Mais souvent, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu, la nouvelle génération, ça veut pas travailler. Ils sont lâches. Tu sais, en même temps... parce que ça veut du cash. Oui, puis tu sais, c'est vrai aussi que il y a des complexités avec la nouvelle génération. Puis tu sais, je suis sûre que vous en avez déjà vécu. Moi, j'en ai vécu, en tout cas, pour ma part, que c'est un petit peu plus difficile, mais en même temps, tu sais, t'as pas le choix d'investir du temps, de l'argent dans la formation de ton personnel, même s'ils sont jeunes, moins jeunes, peu importe, si tu veux un certain standard de qualité. Clairement. Je veux dire, tu te dois, là, en tant qu'employeur, en tant qu'entrepreneur, d'effectuer ça. Fait que, oui, je pense qu'il y a certains défis avec la nouvelle génération, mais moi, j'en fais partie de cette génération-là. Fait que, des fois, j'entends ça, puis je suis comme... Mais t'es pas comme ça. Mais je suis pas comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a. Je pense que ça part aussi des valeurs, ça part du vouloir aussi. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? La nouvelle génération, justement? On serait rendu là. C'est comme tout puis n'importe quoi, tu sais. On peut pas généraliser. C'est ça. On peut pas généraliser. Puis on le vit, nous autres, en immigration. Les gens disent, mais allez pas nécessairement vers tel type de culture, vous allez voir que ça va être un peu plus comme ça. Oui, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout le monde. C'est pareil comme la nouvelle génération. Les nouvelles générations, c'est beaucoup des gens de projet.
C'est exemple, bonjour, moi, je m'appelle Alex. Moi, j'ai ce projet de vie-là. Comment, toi, tu peux répondre à mon projet de vie? C'est ça, aujourd'hui. Là. Fait que, il faut que tu sois capable de répondre aux projets. C'est plus la roue est l'inverse, là. Ouais. Nous, on a besoin de main-d'œuvre et eux autres veulent des projets. Ils ne feront jamais la même job, puis eux autres, dans 6 mois, offre-leur une possibilité d'avancement, parce qu'ils ne resteront pas. Non, c'est ça. Ils veulent des projets, ils veulent un enrichissement de tâches, ils veulent faire des... Puis c'est pas mauvais en soi. Ça veut juste dire que nécessairement, c'est une génération qui est peut-être moins routinière, veulent évoluer rapidement, parfois trop rapidement. Mais... ils veulent trop rapidement, puis pas avec les qualifications nécessaires. Puis ils disent, ben là, je veux le beurre puis l'argent du beurre. Ça peut pas tout le temps fonctionner, c'est ça. Non, c'est ça. Mais si... Nous, on travaille beaucoup avec des plans de formation personnalisés. Fait qu'il y a quelqu'un qui me dit, ben moi, on pose la question dans leur rencontre annuelle. Tu sais, toi, tu te vois où? C'est quoi tes projets? Dans ton prochain 5 ans ou dans ton prochain 2 ans, là, c'est plus un court time frame. C'est quoi tes projets de vie dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu veux faire dans l'entreprise? Ben là, moi, j'ai vu telle ou telle affaire, j'aimerais ça faire ça m'intéressait de faire ça. Parfait. Bon, comment on fait pour y arriver à cette heure? Ben parfait, il y a telle formation qui existe, il va falloir que tu suives telle affaire, il va falloir que tu ailles faire tel cours, mais il y a des affaires qui c'est externe à l'entreprise. T'sais, toi, si tu veux réussir ce projet de vie-là, ben voici ta part de responsabilité aussi pour être capable d'y arriver. Mais vraiment de personnaliser ça aux employés. Mais la nouvelle génération, souvent, c'est vrai qu'on l'entend souvent. Ah, ils veulent pas travailler, c'est pas vrai. Ils veulent travailler, mais que je me le suis fait dire, ah, vous autres, les jeunes, vous voulez pas travailler. Ils veulent travailler, mais mettons, les grands-parents m'ont déjà dit ça, puis j'étais comme... Moi, j'entends beaucoup, moi, c'est sûr, c'est des jeunes plus aussi. Fait que là, tu sais, mettons, ça veut travailler, mais pas de soir, pas de fin de semaine. Ça, je suis d'accord, par exemple. Pas ci, pas ça. Ah, telle heure, puis pas 3 jours d'affilée, parce que là, c'est trop. Mais, tu sais, fait à un moment donné, c'est que, tu sais, je comprends. Tu as le droit de le demander, mais c'est que moi, à un moment donné, j'ai des limites aussi, puis j'ai des besoins en tant qu'entreprise aussi. Tu as des heures d'ouverture à assumer aussi. À un moment donné, c'est de tout ça, mais là, tu es comme pogné. Puis moi, j'ai tout le temps dit ça, par exemple. Là, j'aime mieux me mettre dans la marde que me faire mettre dans la marde. Oui, clairement. J'aime mieux fermer 1 journée ou 2 par semaine que d'avoir des employés que j'ai pas de coup de cœur ou puis quand je parle de coup de cœur, tu sais, personne qui est mauvais là en passant. C'est juste que tu sais, j'aime mieux être low staff puis fermé quitte à avoir du staff qui convient pas à mon entreprise. Aux valeurs de ton ça, c'est un petit peu mon optique de dire tu sais, ça joue dans mes poches, mais je sais que je serai pas bien avec ça. Je serai pas confiante avec ça. Je serai pas fière de ça. Puis, tu sais, moi, si j'ai un commentaire sur le service, sur la qualité ou peu importe, je vais être déçue puis je sais que ça va me rentrer dedans. Fait que je préfère pas prendre ce risque-là. Ah oui, moi aussi, ça, c'est quelque chose que on n'est pas à l'abri de rien, mais ce que je veux dire, c'est que je mets les outils puis ce que je peux puis le jus nécessaire, l'énergie pour que ça aille bien. Fait que si ça va pas bien, ben, à un moment donné, je ne veut pas dire qualité, hein? Encore une fois. Non, c'est ça. Puis quand tu grossis, ben, tu as d'autres défis. Tu veux grossir, puis à un moment donné, moi, ça m'a fait ça aussi, là, quand je me suis retirée un peu du plancher parce que j'ai voulu grossir, puis tout ça, ben, j'ai entendu beaucoup les commentaires de « Ah, t'es plus présente. » Ben, je suis présente, c'est juste que je peux plus faire 40 heures semaine sur le plancher parce que je grossis. Maintenant, c'est rendu ma job. Mais je pense que tu as une explication, des informations aussi à donner à ta clientèle quand tu fais ce move-là, parce que c'est comme vous autres, vous avez tellement grossi, mais à un moment donné, je peux pas être servie par Marie-Pascale, là, non, je peux plus tout le temps parler à Marie-Pascale, parce qu'à un moment donné, je veux dire, Marie-Pascale, elle a d'autres rôles. Fait que nouvelle génération, on aurait pas mal terminé ce truc-là. Il nous resterait rétention de main-d'œuvre, on en a un petit peu parlé. Gestion des RH en soi. T'avais-tu quelque chose d'autre, Marie, à mettre là-dessus? Ben, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de... Puis c'est drôle, je me suis posé la même question quand je suis allée faire le panel, justement, tu sais, comment on fait pour y arriver, mais il n'y a pas de recette miracle, c'est de ne pas avoir peur. C'est tough aussi, des fois, de vendre nos projets. Les RH, souvent, on est vu comme une dépense dans une entreprise. Aujourd'hui, je pense que c'est différent. De plus en plus, les entreprises voient que c'est un investissement. Puis, tu sais, nous, on aime bien ça dire, nous, les RH, c'est richesse humaine. RH, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des richesses, c'est pas renouvelable. Faut être conscient de ça. Faut être attentif à ça. Puis je pense que ça fait partie du succès que tu vas avoir avec tes gens ou pas. Fait que, tu sais, il n'y a pas... J'aimerais bien ça être capable de dire au monde, il y a une recette miracle, on a fait ça, on a fait ça, fais ça chez vous, c'est sûr, ça va marcher. C'est impossible. Puis tu travailles avec des humains. Faut que tu travailles avec des humains différents, tu gères avec des humains différents, ton équipe de gestion est différente, les gens avec qui tu travailles sont différents. Mais moi, je pense qu'à toujours garder en tête, c'est d'avoir une vision qui est bien établie puis qui est communiquée aux gens avec qui on travaille, d'avoir des valeurs qui sont bien établies puis qui sont communiquées et qui transparaissent dans nos décisions. Tout ce qu'on fait est conséquent, puis toutes les décisions qu'on prend, c'est conséquent avec nos actions, puis avec nos décisions, puis avec nos valeurs d'entreprise. Puis après ça, c'est de dire, ben
il n'y a pas, c'est ça, il y a pas de recette miracle. C'est vraiment d'y aller avec, je pense aussi avec comment, nos valeurs, comment on se sent notre ADN d'entreprise. Puis c'est de dire, ben on essaye une affaire, peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'ouverture. Au niveau d'une direction générale ou des gens qui ont... Tu sais, quand tu arrives... moi, je me souviens la première fois que j'ai présenté un de mes premiers projets puis que j'arrive avec mon dossier de branding RH qui coûte 40 000 $, mais qu'on fait comme, ben ouais, mais vous le ferez avec Canva. Ouais, OK. Ouais, un peu. Comment on fait pour bien vendre un projet quand on est en RH? Parce que nous, comment on est vu souvent comme... oui, comment on est vu comme... Ben, c'est important de savoir, quand tu présentes ça à quelqu'un, c'est de dire, bon, là, voici moi ce projet-là, voici ce que ça va coûter. Mais voici ce que ça peut nous rapporter. Oui, c'est ça. T'es accueilli d'une façon bien différente aussi quand t'arrives de cette façon-là, puis quand tu prends de cette façon-là, mais c'est difficile de faire ça, c'est pas évident. Puis c'est de vendre tout le temps nos projets, puis c'est de dire, bon, là, parce que, tu sais, les RH, c'est souvent ça, on vend un peu du nuage, parce qu'on parce dit, que ça va peut-être... C'est pas concret, là. C'est un peu comme le marketing, sérieux. Ben oui, l'admin, on dirait que tu fais rien de ta journée, mais t'as passé 6 heures là-dedans, mais c'est pas visuel, tu sais, il y a rien qui transparaît. Il y a pas de résultat tout de suite, exactement, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Puis, tu sais, c'est important de garder ça en tête, puis c'est de se dire, ben souvent, ça vient un peu avec, je pense, ça vient un peu à long terme, mais tu sais, ça prend des gens qui sont ouverts, puis ça prend des... Quand tu es en RH, là, si t'as pas des gens qui sont... C'est plate, là. Moi, pour l'avoir déjà vécu, là, travailler dans l'entreprise, fait que c'est très square, c'est c'est plate, là. Il n'y a pas moyen, c'est pas un terrain de jeu, là, c'est pas le fun. Non, mais t'as pas d'évolution non plus, tu te sens pas, tu sais, accompli en tant que... Fait que, tu sais, moi, j'ai quand même été, je pense, relativement chanceuse aussi quand je suis tombée chez Sogitex, ben c'est que, tu sais, j'avais des gestionnaires, j'avais un boss, puis il y avait des gens qui croyaient à ça, puis t'es comme, OK, ben oui, on le sait, mais je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés qu'il faut investir dans les RH dans les prochaines années. C'est un poste budgétaire qui est important pour être capable de spreader ça. À tous nos gens qui en 2024 là, pour la rétention. Vraiment. Est-ce que tu penses dans un avenir rapproché que ça va, tu sais, comme là on s'entend que les employés sont un petit peu le roi, comme je pourrais dire. Oui. Parce qu'on est beaucoup en manque de main-d'œuvre et tout ça. Tu penses que ça va rester de cette façon-là? Parce qu'on a, tu sais, je veux que tu juste pushes un petit peu plus sur l'immigration parce que là, on est beaucoup là-dedans justement pour contrer parce que, tu sais, je veux dire, on se cachera pas, là, manque de main-d'œuvre. Puis à un moment donné, ben, tu sais, les gens veulent tout, puis pas partout. Mais à un moment donné, ben, nous autres, on va juste se retourner vers des possibilités autres qui vont être autant avantageux pour nous autres, puis il va y avoir du permanent aussi. Fait que t'en penses quoi de ça? Ben, je pense qu'à court terme, on le sait, l'immigration, honnêtement, nous, puis dans certaines entreprises, ça prenait ça pour la survie des business. Là. Il y a du monde qui n'ont pas le choix. Nous, on a quand même été chanceux. On est tombé sur des personnes qui sont extraordinaires, des gens qui sont des super bons travailleurs avec qui, tu sais, on n'a pas rencontré de problème majeur. On n'a pas... à part que ça a été long, puis à part que, tu sais, c'est des défis quand on arrive ici parce qu'il faut leur trouver une place où habiter, puis ça. Mais je veux dire, sinon, ils sont là, ils sont présents, ils sont travailleurs. Ils veulent. On en a de plusieurs nationalités, puis honnêtement, on a quand même été chanceux à venir à date. Parce que oui, la main-d'œuvre d'aujourd'hui, là, on n'est vraiment pas en situation de force. La situation de force, c'est beaucoup les travailleurs qui l'ont parce qu'ils savent que partout, on est en pénurie. Fait que ça crée vraiment un déséquilibre. Ça crée vraiment un déséquilibre entre les deux. Fait que c'est sûr que tant que ça va, ce déséquilibre-là va être créé, il y aura pas, on reviendra pas comme ça, là, ça va être pratiquement impossible. Fait que ce que ça crée, c'est que oui, t'en as tout le temps un qui est un peu plus en rapport de force puis qui va dire, ben moi, je veux ça, sinon je m'en vais travailler ailleurs. C'est ça. Ben, à court terme, je pense que ça va demeurer comme ça. Après ça, c'est de voir, ben nous, comment on s'adapte à ça, comment on réagit, comment on s'ajuste, qu'est-ce qu'on tolère, quelles sont nos limites. Parce que moi, j'ai beaucoup de collègues qui me disaient justement, ben, ah ouais, toi, t'as pas accepté, mais non, parce que, comme je te dis, je préfère fermer. Oui, exact. À un moment donné, tu sais, ça vaut pas, là, tu sais, à un moment donné, j'ai un maximum, moi, là, que je peux atteindre. Là, ben, je veux dire, je me foutrais pas parce que je veux tellement avoir quelqu'un qui tu sais, exemple, une temps plein. Il faut que j'y aille avec le bon sens des choses. Fait que l'immigration, ça a été bon. Tu le conseilles? Ben, je le conseille. Oui et non, on s'entend, là. Je pense que oui, pour nous, ça a été un facteur je pense que c'est quand même un facteur de succès, mais on s'entend, ça a pris énormément de mon temps. Ça prend quelqu'un qui s'en occupe. Parce que tu pars pas là-dedans sans quelqu'un qui s'en occupe puis quelqu'un qui s'investit pas en temps, c'est exigeant. C'est très exigeant, c'est de l'humain qui arrive ici puis qu'on les sont désorientés complètement puis on les déracine. Fait que c'est d'apprendre.
faut qu'ils s'enracinent ici au Québec dans une culture qui est différente, dans un nouveau travail, sans leur famille. Puis même avec les autres employés, est-ce que tu as vu, est-ce que ça a été un défi, tu sais, les employés, comment ils se sont adaptés à ça, à avoir de nouvelles cultures au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y en a que ça a été vraiment difficile ou... Ben, je dirais pas difficile parce que nous, je pense qu'à partir du moment où on a choisi de s'en aller vers cette porte-là, on était très transparents puis les gens étaient au courant. On les a tenus au courant, on les a impliqués dans le processus, ce qui a facilité ça, mais ça crée des iniquités. Ils arrivent ici, on investit beaucoup de temps avec eux autres. On est très présents, on va faire leur première épicerie, on se promène avec eux, on fait la visite de la ville, on fait plein d'affaires, on les aide à trouver un logement. Ben, on leur trouve un logement, en fait. On fait vraiment beaucoup de choses qu'on ne fait pas nécessairement avec les autres. Fait que oui, ça crée certaines iniquités. Okay. C'est sûr. C'est ça, il n'y a pas la même éducation aussi. Fait que ça doit comme, tu sais, hey, comment ça? Comment ça, il fait, c'est sûr. C'est un autre défi, vraiment, c'est vraiment. C'est sûr. Oui, fait que, mais encore une fois, on a vraiment été chanceux. Je pense que le fait qu'on a été transparent, qu'on ait impliqué les gens puis qu'on leur ait dit justement, puis on les tenait au courant, on leur montrait des photos, on était comme, OK, on est rendu à telle place. Ils étaient contents quand ils voient arriver, mais oui, ça crée des iniquités. Puis on s'en fait parler de dire, ouais, vous avez fait ça pour tel employé, ben moi, je veux ça aussi. Ouais, un instant. Ouais, c'est la ça, situation n'est pas c'est ça. la seule. Je vais te l'expliquer, ça va me faire plaisir de te l'expliquer. Tu me challenges, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer ma décision, je t'explique le pourquoi du comment. Puis est-ce qu'ils comprenaient bien, les employés? Au final, oui. Ils finissent par comprendre, mais il faut prendre le temps. Puis c'est encore du temps que des fois, on n'a pas nécessairement, mais il faut prendre le temps. Il y a des choses, je pense, qui leur appartiennent, puis d'autres choses qui leur appartiennent pas. Non, c'est ça, exactement. De faire la limite entre les deux. Je veux dire, ma décision est fair play. Voici pourquoi. Oui, exact. Parce que de mon point de vue, elle l'est. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est pas ta business. Il y a des choses que tu n'as pas à savoir. Puis, tu sais, je l'ai faite parce que justement, je veux dire, à un moment donné, il y a un manque au niveau de la business. Puis, je veux dire, c'est plus avantageux de le faire pour. Tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait un. Tu sais, au même titre que tes employés ne diront pas tout. Au même titre que je pense qu'il y a une limite aussi à tout dire. Oui. Je pense c'est ça, je pense qu'il y a certaines décisions que non. Je pense que c'est important d'impliquer les employés dans certaines décisions d'entreprise parce que ça fait partie, mais il y a certaines choses qu'effectivement les employés n'ont pas nécessairement besoin de. Ça relève pas de leur. C'est ça. Ça ne change rien pour eux autres, puis au final, toi, c'est un grand changement pour toi. Exact. T'aurais-tu quelque chose de Marie à rajouter ou ça fait pas mal le tour? Parce qu'écoute, on pourrait encore en parler pendant 1 heure. Là. C'est tellement intéressant. Oui, les ressources humaines. Mais si vous avez des questions durant l'épisode que vous nous avez écouté, il y a des choses que vous pensez qu'on n'a peut-être pas abordé. Oui. Écrivez-nous, ça nous fait tellement plaisir. Je le répète, je le dis souvent durant les épisodes, mais écrivez-nous, ça nous fait vraiment plaisir de prendre le temps de répondre à vos questions. Puis on peut les reposer, on est là, aux invités. C'est ça, exact. On peut le mettre en story. Même en DM, si vous voulez nous écrire, c'est gratuit. C'est gratuit. 5 étoiles, c'est juste ça qu'on demande. Puis allez follow les pages des réseaux sociaux, Marie. Ben oui. Avec Sagitex puis tout ça. Avec Sagitex, ben oui. On a notre page Facebook Sagitex, on a notre page Instagram aussi. C'est sûr qu'on est plus par Facebook, je dirais. Là. Mais nos petits mimes là, pour nos affichages de poste, ça vous tente de rire un peu. On est quand même assez inventif. Moi, je l'ai vu un peu, justement. Là. On est quand même assez inventif là-dessus. Là. C'est bien le fun, quand on travaille ça ensemble. Là. On a Andréane qui travaille avec nous au marketing, elle a vraiment des bonnes idées, très créatives. Là. Fait que, on a bien du fun sur nos réseaux sociaux à créer ces petites affaires-là. Puis là, en ce moment, est-ce que vous êtes à la recherche de postes? Y a-tu des postes qui sont disponibles? Ben, on va toucher du bois, mais pour l'instant, ça va quand même. Parce que ça aurait été aussi un bon moment de le faire. Oui, mais on est toujours à la recherche de personnel. Puis quelqu'un qui dit, hey, moi, ça m'intéresse j'ai tel intérêt à faire telle ou telle affaire, venez nous voir. Des fois, on peut pas créer de poste. On peut pas créer de poste pour quelqu'un, mais des fois, il va se présenter une opportunité où il y a un projet ou une opportunité qu'on sait qui s'en vient, puis on pense à cette personne-là. C'est ça. On est toujours là. C'est pas annoncé, là. Exactement, c'est ça. OK. On serait rendu. T'es satisfaite? Oui. Y a-tu d'autres choses que tu veux aborder? Ben non, je pense que ça fait pas mal. Parce que si jamais, on fera un deuxième épisode. Continuité des RH. C'est ça. Là, on pose 3 questions. Ça, je te l'avais pas mis parce qu'on veut avoir comme sur le spot. La spontanéité. Ouais, la spontanéité. Fait qu'on pose les mêmes questions à tous nos invités. C'est 3 questions bien simples. Puis ce qui est cool, c'est vraiment de voir les différentes réponses puis comment que les gens ont le pouls là-dessus. Fait que la première question, c'est si tu avais un conseil en tant qu'entrepreneur, toi, Marie-Pascale, ça serait quoi à quelqu'un qui nous écoute, qui veut se partir en affaires? Ben, je dirais d'apprendre à se faire confiance. On est, je pense, plusieurs à avoir des fois le sentiment d'imposteur. Puis pourquoi du comment, c'est vraiment difficile à expliquer, mais d'apprendre à se faire confiance, de laisser ça tranquillement partir, d'avoir confiance en nos décisions. Puis c'est normal de se questionner. C'est normal des fois de prendre des bonnes décisions, puis c'est normal d'en prendre des mauvaises. Ça vient avec, je pense, ça vient vraiment avec ce parcours-là, je pense. Ouais.
OK. Fait que de se faire confiance. Ouais. Deuxième question, Daph? C'est moi qui la pose, parfait. Fait que deuxième question, que dirais-tu à une personne voulant et souhaitant se partir en affaires? Voulant et souhaitant, ben ça prend du vouloir, ça prend de la persévérance, ça prend, oui, du temps, mais ça prend aussi, faut savoir pourquoi on le fait, puis il faut intérieurement savoir, on le fait pourquoi, puis c'est qu'est-ce qui nous drive à faire ça, puis je pense qu'une fois qu'on est capable de répondre à cette question-là, ben on va être capable je pense qu'on est capable de le faire, mais il faut vraiment intérieurement savoir pourquoi on veut le faire, puis c'est quoi fondamentalement qui fait qu'on a envie de faire ça, tu sais. OK. Bon, je te laisse terminer. J'aime ça. Oui, moi aussi, j'aime ça. Mais on dirait que je fais tout le lien avec plein d'affaires, c'est fou. C'est quoi la clé du succès selon toi en affaires? Quelqu'un qui, pour réussir? L'humilité, la transparence. Première fois qu'on l'entend, elle. Oui! J'aime ça. Humilité, transparence, être humain, là, je pense que ça fait la clé du succès. Que ce soit en affaires, tu sais, là, on s'entend, là, j'ai l'air de péter des nuages, là, parce qu'il y a un paquet d'autres affaires qui viennent autour de ça, mais à la base, quand on est je pense quand ça fait partie de notre personnalité ou de qui on est, de comment on est, ça va être facilitant pour les gens de vous suivre puis de vous accompagner dans les projets qu'on va avoir, puis ça prend ça, parce que tout seul, on n'y arrive pas, ça prend une équipe. Mm-hmm. Fait que si tu veux bien t'entourer, ben je pense que de cette façon-là, en tout cas, à mon avis, à moi, là, je pense que l'humilité, la transparence, être capable de reconnaître que des fois, on fait des bonnes puis des mauvaises choses, ben ça fait partie du pourquoi les gens vont vouloir te suivre. Tu vas être capable de te bâtir une équipe autour de toi, d'avoir un noyau, puis après ça, d'être capable d'évoluer là-dedans. J'adore. Wow. Ouais. Hey, merci. Ah, non. Oh oui. Les petits cadeaux, t'allais l'oublier. T'allais l'oublier. Vous me le rappeler, on va faire. C'est ça ta job, aussi. Mais on voulait quand même te dire un merci, vraiment, parce que, premièrement, c'est un dimanche. On le sait que c'est sur ton temps personnel et tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Puis on souhaite qu'éventuellement, on regardera pour un nouvel épisode, en fait, pour je pense qu'il y a tellement de sujets qu'on peut aborder au sein des ressources humaines. Il y a tellement de choses, tu sais, qu'en tant qu'entrepreneur, justement... Est-ce que tu fais de la formation, Marie? Dans des entreprises? J'en fais pas. J'ai déjà été approchée tranquillement, mais sûrement. Mais c'est sûr que, tu sais, le sujet qu'on a parlé aujourd'hui, c'est bien vague, mais oui, il y a tellement de points, il y a tellement d'affaires qu'on peut parler. C'est ça. C'est stay tuned, parce que Marie va peut-être faire des formations bientôt. Oui, c'est ça. Puis je l'aurais dit encore une fois, si vous avez des questions, s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, des ressources humaines que vous souhaitez qu'on parle, le podcast est fait pour ça. On est là en transparence. C'est vraiment le but du podcast. On dit tout. Qu'est-ce qui nous passe? Puis c'est là que vous allez avoir le crunchy du crunchy, parce qu'un podcast, ben justement, tu peux tout dire là-dessus. Tu peux tout dire. T'as pas de règles à respecter. Fait que des petits cadeaux pour te remercier d'être venue. Merci. Ce beau dimanche. C'est donc mes filles. Ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Le but, c'est tes os, parce qu'on veut savoir tout ce que t'as. Les auditeurs veulent savoir. On offre rarement la même chose. Fait que ça, c'est une petite brune d'ambiance. Dans ton bureau, je me suis dit. Oui, c'est une bonne idée. Chez toi. Très bon. Avec la petite chandelle. Qui est parfait format 3 onces pour un bureau. Les personnes qui me connaissent au bureau vont savoir que j'aime les chandelles et les odeurs. Fait que, Marie est une bonne cliente à la boutique aussi. C'est ça. Ben là, voilà. Fait que je suis gâtée. Là, faut que j'ouvre ça le Oui, voilà. Fait que petit cadeau. J'ouvre ça. Oh, Kerastase. T'es connue! Yes! Oui. Fait que c'est le bain satin. En fait, c'est un shampoing qui est hydratant pour cheveux déshydratés, parce que je savais que t'étais blonde. Les cheveux blancs, ben oui. Les cheveux blancs et les cheveux fins. Ça fait rien. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que ça va venir vraiment réhydrater, nourrir ton cheveu. Ça redonne un beau boost. Ça, c'est un petit baume réparateur. J'aime Colin, je l'adore. Ben oui, j'aime Colin. Ça, Kerastase, j'aime Colin. Tu viendras le voir. Ben oui, quand on vient de déménager en plus. Oui, j'ai vu très beau salon. Merci, les filles. Merci, Marie, encore pour ta présence. Ce fut très intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, moi et Daphné, on est vraiment intéressés par ça. Vraiment. Merci d'avoir été là. On se revoit très, très bientôt pour un nouvel épisode en transparence. À bientôt. Merci.